rapport à ça. Bien, eh ben on va débuter. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au fait de ces conférences. Je vais juste repréciser qu'en fait, depuis quelque temps, on a créé au sein du doctorat en administration de l'UQAM des conférences qui nous permettent deux choses, des conférences intersections qui sont un peu sur des thèmes transdisciplinaires, interdisciplinaires, où on peut essayer de se rejoindre. Parfois, ça nous sort un peu de nos silos disciplinaires, ces intersections. Et puis de l'autre côté, les ficelles du métier, qui sont des conférences un peu méthodologiques ou des conférences portant sur le métier d'enseignant-chercheur. Voilà, puis vous les retrouvez sur la petite chaîne YouTube qu'on a créée si vous avez le goût de ça par ailleurs. Et puis aujourd'hui, du coup, c'est une conférence intersection, donc extrêmement ravi d'accueillir Dominique Roux, qui est professeur à l'université de Reims et qui évolue dans le champ de la consommation responsable ou du marketing alternatif. Je laisserai te présenter après, et puis qui est notamment membre, peut-être fondatrice du réseau Alcor. Oui, exactement. Ouais, réseau très intéressant des chercheurs, un réseau un peu fluide là, de chercheurs autour de ces problématiques-là. Et puis, en ayant découvert il y a quelques semaines un texte que j'avais trouvé très intéressant sur le corps dans une approche foucaldienne et notamment le rapport au tatouage, je me suis dit, tiens, voilà une conférence interdisciplinaire assez fascinante pour nous. Et donc, je remercie Dominique d'avoir accepté de nous présenter ce papier et puis de bifurquer comme elle le souhaite autour de cela. Donc, merci beaucoup. Et puis, voilà, la parole est à Dominique. Merci à vous. C'est un très grand plaisir de présenter ce travail aujourd'hui. Alors, effectivement, je n'ai rien à voir avec… c'est assez curieux pour moi. Hein. C'est peut-être ça aussi que j'ai envie de vous dire en introduction, c'est qu'en fait, on peut faire des papiers dans une… C'est ma meilleure publication hein, dans toute ma carrière. JCR, c'est quand même pas très simple d'accès. Et finalement, c'est un thème qui est une météorite un peu dans mon paysage. Je ne travaille pas du tout là-dessus. Encore que, j'avais un fil rouge qui commençait à se tirer sur la notion d'espace, mais ce n'était pas du tout mes champs de recherche. Et c'est une recherche qui est partie du terrain, vraiment du terrain, et d'un terrain que je n'ai pas décidé qu'il soit un terrain. Hein. C'est un hasard, on va dire, dans ma vie. Je vais vous le donner en contexte juste en introduction. Et puis finalement, de loin en loin, en essayant de comprendre ce qu'il y avait derrière ce que je regardais, je me suis dit, il y a un super papier à faire. Et je pense que ça peut coller avec le positionnement de JCR. Alors, je vais le partager, comme ça va être plus simple. Je pourrais envoyer la présentation si besoin aussi. Alors, je voudrais bien me mettre… voilà, j'ai mis la frise en bas, comme ça je continue à avoir un peu de monde. Alors, je vais vous le présenter sous cette façon-là, en fait, en 3 points. Vous dire un peu d'où c'est parti, c'est-à-dire de rien, en clair de rien. Comment ça a cheminé en termes d'approche? Encore une fois, c'est une immersion dans un terrain qui était éclairé par des théories que je vais appeler théorie A, c'est-à-dire ce qui était écrit sur le sujet au moment où j'ai confronté ce que je regardais avec ce qui était écrit, et je me suis dit, ça ne colle pas du tout. Ça colle, mais ça ne colle pas. Et je me suis mis en recherche de quelque chose qui éclairait mon terrain, et je suis repartie vérifier la cohérence, l'adaptation de cette théorie B au terrain. Voilà. Donc, j'ai travaillé en fait 4 ans sur ce thème, mais je ne peux pas dire que j'ai travaillé, en fait. J'ai cheminé, voilà. Et puis, j'ai triangulé énormément d'approches, de méthodes. J'essayais vraiment de comprendre un truc que je ne comprenais pas au départ. Voilà, c'est parti d'une grande incompréhension de ce que j'ai eu sous le nez. Et je me suis dit, tant que je ne comprends pas, je continue à chercher. Et à un moment, ça va, je vais finir par comprendre. Voilà. Ça a fini par être clair. Et donc, sur le plan de la théorie, au fond, ma théorie A, c'est ce que je vous montrerai en 2 minutes tout à l'heure, c'est des théories qui sont plutôt d'un corps social ou socialisé. Il y avait beaucoup de choses écrites, au fond, sous cet angle-là. Et je vais passer, moi, à une approche plutôt phénoménologique du corps et dans une lecture d'un corps spatial, d'un espace. Et évidemment, mon fil rouge à moi que je tirais depuis un moment sur l'espace, avec Michel Foucault en arrière-plan, il va me parler là, de manière assez spectaculaire. Et les résultats, je vous montrerai comment j'ai articulé, au fond, un corps qui est, selon les termes de Foucault, d'abord un lieu, une topie, puis
comment dire, le siège des utopies, et que le tatouage permet de transformer en ce qu'il appelle une hétérotopie. Voilà. Alors pour l'instant, c'est pas hyper clair, mais ça va le devenir. Donc le contexte, eh ben, en fait, c'est un contexte familial. Je me suis retrouvée avec une fille qui était aux Beaux-Arts et qui cherchait à se faire de l'argent de poche. Et qui m'a dit un jour, bah, écoute, j'essaye de vendre mes dessins dans les shops de tatouage de la ville. Elle était à Nantes. Et je suis tombée sur un shop qui m'a dit, tes dessins, bon, c'est bien, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est toi. On va te former, tu deviendras apprenti en peu de temps, tu vas gagner de l'argent. Donc, évidemment, ça lui faisait briller les yeux. Et pour quelqu'un qui sort d'une formation artistique, gagner des sous tout de suite, c'est assez miraculeux, hein. Parce qu'un étudiant aux Beaux-Arts, on se demande toujours où est-ce qu'il va aller bosser à la sortie. Et puis alors, j'ai commencé à lui demander, mais bah, pourquoi toi, pourquoi ils te veulent toi, à part qu'elle dessine bien, mais bon, il y en a d'autres. Et elle m'a expliqué au fond que ce shop-là avait compris, et pour moi c'était un angle marketing très intéressant par lequel je suis rentrée, ils avaient compris qu'il y a une clientèle nouvelle qui arrive sur le marché, clientèle de jeunes femmes qui, à peine 18 ans, veulent leur petit tatou et se retrouvent dans des univers avec des gros baraquets qui leur font peur, et qu'au fond, avoir une femme qui les accueille et qui les écoute avec un peu plus de sensibilité, et ben, au fond, c'est exactement, sur le plan marketing, ce que recherchait cette boutique. Donc, je suis entrée en fait dans ces lieux en essayant de comprendre ce qu'elle faisait, en remarquant grâce à elle qu'en fait les shops de tatouage devenaient des boutiques très conventionnelles en plein centre-ville, qui ressemblent à des bijouteries, à des magasins de mode, et qu'au fond, elle avait une approche, elle faisait rentrer dans le monde du tatouage une approche très féminine, très à l'écoute de ses petites jeunes clientes, et qu'au fond, bah, ça commençait à montrer que l'hétérotopie, qui est le lieu de tatouage, cessait progressivement d'en être une. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hétérotopie? Et voilà pourquoi voilà mon petit fil rouge théorique qui va me suivre tout le temps. Donc, je suis une grande adepte de Michel Foucault. Enfin, c'est quelqu'un qui m'aide énormément à penser, et c'est pour une raison simple, c'est qu'en fait, mes champs de recherche classiques, c'était la résistance du consommateur. C'est par là, au fond, que j'ai développé une grande partie de ce que je fais. Et comprendre la résistance du consommateur à partir de la manière dont Foucault pense le pouvoir, pour moi, ça a été absolument vital. Donc, dans le travail de Foucault, l'espace ou la notion d'hétérotopie, c'est quelque chose de très anecdotique, en fait. C'est quelque chose qu'il a développé dans les années 66-7, en allant parler à des architectes, mais toujours avec son prisme, c'est-à-dire d'analyse du pouvoir, et d'analyse du pouvoir à travers les lieux. Donc, dans un petit texte tout petit, qui ensuite va donner lieu à beaucoup de développement, notamment aux États-Unis, il a posé la notion d'espace autre. Donc, espace autre, c'est ça, hétérotopie, hein, autre lieu. Et ces espaces autres, il va montrer en fait que ce sont des endroits qui se posent comme des contre-emplacements, ou comme des lieux dans lesquels on développe un autre ordre spatial que celui qui existe dans la société dominante. Donc, il va parler des lieux comme étant toujours marqués par une fonction, un but. Enfin, voilà, l'espace est extrêmement marqué par le pouvoir. On sait ce qu'on a le droit de faire ou pas faire dans un lieu. On sait qui a le droit d'entrer ou pas entrer dans tel ou tel endroit. Et il va donc poser il va créer, en fait, il va montrer ces interstices, ces espèces d'espaces où, en fait, des gens vont mettre en acte, au fond, des ordres de contestation ou d'inversion un peu de ce qui se passe dans le reste de la société. Voilà. Et au fond, l'hétérotopie, elle n'est pas citée, enfin, le shop de tatouage, elle n'est pas cité en tant que tel dans les hétérotopies, mais il en remplit tous les principes que je développerai tout à l'heure. Je ne vais pas le faire maintenant. Je vous les montrerai à propos de ce que j'en ai utilisé aussi pour le tatouage. Voilà, donc au fond, mon premier papier, c'est ça. C'est un papier sur un truc très marketing pour montrer que l'hétérotopie, qui est le shop de tatouage, cesse un peu de l'être, et que finalement, ben, la féminisation du métier,
L'aspect des boutiques, le côté très marketing, en fait, est en train de faire perdre ce caractère hétérotopique. Voilà, donc je rentre par là, et puis j'allais dire, voilà, un shop de tatouage qu'ils ont créé, enfin que ma fille a créé avec ses collègues, une fois après avoir été formés, ils se sont sauvés de la boutique marketing, et ils ont créé leur propre affaire. Vous voyez, ça a l'air tout à fait gentillet comme espace, hein. Et donc, je continue à suivre ce qu'elle fait, parce qu'en fait, il y a un truc qui m'interpelle, c'est au fond, ce que je n'avais pas regardé vraiment au départ, hein, c'est les gens qui se tatouent, hein, donc les tatoués. Et donc, elle poste ses créations, comme tous les tatoueurs, sur des pages Facebook, et puis après, ça deviendra des pages Instagram. Et quand je vois les motifs, je regarde, je me dis, bon, j'essaie de comprendre. Moi, je ne suis pas tatouée, hein, je suis l'outsider total dans le truc. Donc, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut avoir dans la tête, en fait, pour faire une basket sur une épaule, comme on voit sur l'image de droite. Donc, je la questionne constamment sur, est-ce que tu peux m'expliquer? Et donc, elle commence à me dire des choses très intéressantes sur, je vais reprendre le petit nœud de gauche. Elle me dit, voilà, c'est une petite jeune fille de 18 ans qui sort de quelque chose de très douloureux, et ces petits motifs, pour elle, enfin, ce motif que j'ai travaillé avec elle, c'est un espoir de passer à autre chose, de laisser les malheurs derrière soi. Très bien, je me dis, ah bon, c'est intéressant. Et elle commence à me parler de la symbolique du corps. Elle me dit, mais en plus, voilà, on ne tatoue pas en fait ce genre de choses n'importe où. C'est pas étonnant qu'elle l'ait mis sur la nuque ou dans le dos. Et elle commence à me parler de ce qu'on met dans le dos, ce qu'elle voit, ce qu'elle tatoue dans le dos des gens, et notamment des choses qui sont liées au passé, qu'on laisse derrière soi, ou à la légèreté, des ailes, des choses qui vous élèvent, qui vous soulèvent, qui vous protègent, ou des choses qui ont trait à la trahison, hein, le coup de poignard dans le dos. Donc il y a toute cette métaphore en fait qu'on connaît bien sur des parties du corps avec des symboliques. Bon, et je commence à trouver ça assez intéressant, et je me dis, finalement, le petit neuneu que j'avais trouvé un peu cucu, hein, au départ, enfin, comme, avec un jugement extérieur vraiment type tatoueur, si c'est comme ça qu'ils parlent aussi de leurs clients, et finalement, non, je commence à me dire, tiens, il y a peut-être des trucs un peu plus intéressants que le premier préjugé qu'on peut avoir sur ce qu'on regarde. Et quant au gars de droite, elle m'en dit des choses assez étonnantes. Elle me dit, c'était un client particulièrement embêtant, très maniaque. C'est une basket mythique, c'est une Nike Air, Jordan Air, je sais pas quoi, bref, elle y connaît rien et moi non plus. Et elle me dit, on a été deux à tatouer parce que sur le devant, sur le torse, il a la deuxième, enfin il a la paire entière, une basket dans le dos et l'autre devant. Et on a été obligé de tatouer à deux en même temps pour que ce soit millimétré, parfaitement ajusté. Et je lui dis, mais pourquoi avoir besoin de se mettre une paire de baskets dans la peau à vie? Et elle me répond candidement, mais il est vendeur de chaussures. Voilà. Ah bon? D'accord. Donc bon, je reste un petit peu interloquée, mais je me dis, bon, voilà, il y a des gens qui ont des passions telles que… bon. Et je continue à essayer de comprendre. Alors, pour comprendre, je continue à faire du terrain, c'est-à-dire que je fais des entretiens évidemment avec elle, mais avec tout son entourage, et elle en connaît plein des tatoueurs. Elle travaille avec ceux qui l'ont formée. Ils sont 3, ils ont des copains, enfin les copains des copains, enfin bref, je passe mon temps à Nantes dans les shops. Je vais faire de l'observation participante, hein, je m'assois, je regarde avec l'autorisation des patrons. Et puis je la regarde tatouer, j'essaie de comprendre ce que je vois. Bon, d'essayer de demander comme ça, mais délicatement, parce que c'est très intime en fait, hein. Les gens sont à poil, hein, souvent, et on ne peut pas toujours poser des questions comme on veut. Je vais dans les conventions, je vois des trucs extraordinaires aussi sur le plan esthétique, hein. L'image du milieu, c'est des gens c'est des tattoo contests, hein, c'est comme des performances. En fait, sur 3 jours, ils se font faire un dos, et ensuite il y a un jury, ils gagnent des prix. Enfin, c'est tout un système extrêmement codifié de professionnels. Je vais dans des petites conventions très, très, comment dire, un peu confidentielles. La salle de Brie-Contrebert, personne ne connaît ça sur une carte, hein, c'est en pleine région parisienne, dans une zone industrielle.
et je rencontre des gens, je commence à parler, pourquoi vous avez des chiens tatoués sur les cuisses, voilà, j'essaie d'entrer en contact avec des tatoués et de comprendre ce qu'ils me disent, et progressivement, je vais faire des entretiens longs avec des tatoués qui ne me viennent pas dans les conventions parce que c'est des conditions qui ne sont pas correctes pour faire des bons entretiens. En fait, je fais des bribes, mais c'est pas, il y a trop de bruit, il y a trop de monde, c'est pas intime du tout. Donc, je vais chercher à trouver des tatoués et je ne peux pas les avoir ni par ma fille, ni par ses collègues, parce qu'ils me disent, bah non, on ne va pas t'envoyer nos clients, c'est délicat. Donc, j'appelle par les réseaux sociaux mes collègues, en leur disant si vous connaissez des gens autour de vous qui accepteraient. Et je me vois envoyer les copains de collègues, leurs étudiants parfois. Voilà. Et je vais garder des contacts d'ailleurs avec certains d'entre eux, des contacts vraiment profonds que j'ai noués à l'occasion de ces entretiens. Je suis les comptes Instagram, pourquoi? Parce que c'est extrêmement codifié, au fond, le tatouage sur le plan esthétique, et j'y connais rien. C'est comme l'art, ça se revendique aujourd'hui d'être le 10e art. Donc, il y a des styles. Je ne connais rien au style, donc il faut que je me forme. Je regarde une street série qui sera assez déterminante pour un exemple fabuleux qui va résonner avec mes données. Et street série, c'est un 10 minutes, même pas 5-10 minutes de vidéo systématiquement sur le même modèle, où des gens, on demande aux gens dans la rue, pour ça s'appelle street, de presque de se déshabiller, mais en tout cas de parler de leur tatouage. Alors évidemment, ils ne se mettent pas tout entier nus, mais parfois torse nu, ils expliquent pourquoi, comment. C'est superficiel, mais ça dit beaucoup de choses quand même. Je vais aller sur deux sites, un qui n'est pas du tout spécialisé en tatouage, c'est Doctissimo, qui doit être connu, je pense, au Québec aussi, c'est un site plutôt médical, mais il a des pages web sur les tatouages de piercing, pas du tout que sur des questions médicales, et c'est ça qui m'intéresse, sur comment choisir son tatoueur, comment choisir son tatou, quel motif, à quel endroit, enfin, toutes les questions y passent. Et puis un forum très spécialisé qui s'appelle Bodywork, où là on retrouve exactement la même chose aussi, mais bon, c'est dans le monde précis du tatouage. Voilà, donc c'est ça que j'appelle trianguler. J'essaie de m'y prendre par plusieurs sources, indirectes, directes, et je lis, évidemment. Ça paraît évident au bout d'un moment d'aller voir ce qui a été fait. Et il y a pas mal de choses qui ont été publiées, notamment certaines dans JCR. John Scouton a publié sur la chirurgie esthétique en 91. Marcus Gisler a publié sur le Botox dans JM en 2012, avec une perspective très construction de marché à la Latour. Et puis, il y a pas mal de papiers qui sont publiés dans des bonnes revues en marketing théorie sur le tatouage. Et je lis. Et je me dis, mais bon, très intéressant, mais ça dit finalement une chose assez récurrente, c'est l'approche du sujet par un prisme qui est très social. Donc, soit c'est présenté comme une forme de conformité, c'est-à-dire le tatouage à la mode, et ça va rentrer dans le discours de finalement, c'est le papier de Prisoners in Paradise des Suédois. Au fond, se tatouer des marques, voilà, ils sont prisonniers eux-mêmes du rapport à la marque, et ça va même jusqu'à se les mettre sur le corps. Donc, ça pourrait expliquer ma basket, par exemple, mais ça ne me convient pas parce qu'en même temps, il y a tout un courant aussi qui développe une lecture du tatouage déviant. C'est des phénomènes de déviance. Il y a un auteur qui n'est pas cité là, mais qui s'appelle Follett. Il a fait sa thèse sur le tatouage et lui prétend que c'est encore une pratique déviante. Donc, je suis un peu embarrassée, au fond, sur ce continuum social entre c'est conforme ou c'est pas conforme. C'est à la mode ou c'est de la déviance. Et ça ne me convient pas. Et ça me convient d'autant moins que ce que j'entends, au fond, ne me parle pas que de la basket. Le gars, il ne l'a pas fait pour qu'on l'admire, il l'a fait pour lui. Il l'a fait parce que c'est sa passion. Et je tombe ensuite, c'est toujours ma fille, qui se retrouve dans une convention de tatouage à rencontrer ce garçon, enfin ce monsieur, qui est un homme bleu, c'est-à-dire quelqu'un qui est quasiment tatoué des pieds à la tête. Il y en a plusieurs en France, mais lui est très connu. Et en plus, il fait un spectacle. Et dans son spectacle qui s'appelle L'homme tatoué, il se déshabille en expliquant pendant 1h30 pourquoi il s'est tatoué. Voilà, c'est un peu une sorte d'apologie du tatouage, mais presque d'auto-justification de pourquoi j'ai fait ça.
Et là, j'ai un choc dans ce spectacle parce que c'est exactement ce que je commence à sentir et à voir émerger. C'est ce qu'il dit là dans quelques lignes que j'ai extraits. Il s'est fait donc tatouer entièrement en très peu de temps, à 40 ans et quelques. Et il dit « Qu'est-ce que je me sens bien dans ma nouvelle peau ? La précédente ne m'appartenait pas. J'étais née dedans par erreur. J'aimerais pas revenir comme avant, la peau toute blanche. » Et il monte ses mains et il dit « Vous voyez, même mes mains, maintenant j'ai l'impression d'avoir des gants de Mickey. » Et ensuite, il va expliquer en long, en large pourquoi il s'est tatoué. Donc, il dit « Je me suis tatoué pour tenter de transformer mon enveloppe corporelle en hypothétique. » J'aime beaucoup le mot hypothétique, je vais y revenir après. « Œuvre d'art. Je me suis tatoué parce que le corps est le dernier espace de liberté qui nous reste. » Voilà. Et ça commence à résonner extrêmement fortement avec ce que j'entends chez les tatoués au fil de mes entretiens. Et je vais donc m'accrocher au fond, enfin, je vais rentrer en résonance avec un texte que je vais vous montrer juste après de Michel Foucault qui s'appelle « Le corps utopique ». Et je vais passer en fait à cette théorie que j'appelle B, où Foucault va prendre le corps comme un espace, et un espace vécu, ou enfin, j'aime pas le mot vécu parce que ça fait référence à Lefebvre, qui est un autre théoricien de l'espace. Et en fait, le corps approprié, en fait, le corps à soi, c'est chez Lefebvre ce qu'on appelle le corps perçu. Voilà. Bon. Donc Zombie Boy, là, il est connu, c'est quelqu'un qui est devenu une égérie de mode. Voilà aussi quelqu'un qui est parti du trottoir, qui était un marginal qui vivait dans la rue, il était fan de tatouage par contre, et il a donné son corps à des tatoueurs gratuitement en leur disant « tatouez-moi, faites ce que vous voulez sur moi ». Et il est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire quelque chose d'assez effrayant. Et en même temps, à partir du moment où il a eu cette tête-là, il a été vu, il s'est senti être quelqu'un, et il est sorti de sa marginalité complètement. Il est devenu intéressant aux yeux des autres et à ses propres yeux, comme il le dira. Maintenant, il est hélas décédé, mais il a travaillé avec Lady Gaga. C'est devenu une égérie de mode pour une marque qu'il a utilisée pour montrer la puissance d'un fond de teint. Il a été recouvert et puis redécouvert ensuite. Voilà, donc je vais passer à ce texte qui va être magique pour moi, texte très court, mais extrêmement puissant, qui s'appelle « Le corps utopique », qui a été une conférence de Michel Foucault en 1966. Et dans ce texte, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire deux choses que je vais utiliser en fait comme premier et deuxième corps de résultats. Je vais articuler en fait mes résultats à partir de ces deux éléments qui sont dans le corps utopique. La première chose qu'il dit, c'est « le corps est une topie », c'est-à-dire un lieu dont je ne sortirai pas, dont je ne peux m'échapper, et pire encore, dira-t-il, ou plus radical encore, c'est même un lieu totalement utopique parce je n'en ferai jamais l'expérience totale. Par exemple, je ne peux pas regarder mon dos avec mes yeux, je ne peux pas m'éprouver, même rétrospectivement, je ne sais pas qui peut faire ça, comme fœtus, alors que nous existions déjà à l'état de fœtus. Au moment où on est, entre le dedans et le dehors, même notre naissance, on ne s'en souvient pas, mais à l'état de fœtus, on ne se rappelle pas de quelle expérience ça a été, et on ne se connaîtra jamais non plus comme cadavre. Voilà. Bon. Et donc, dit Michel Foucault, je peux faire ce que je veux de toute façon, et il est magnifique ce texte, il est très joli, très poétique. Je peux faire tout ce que je veux, je ne serai jamais qu'ici, dans mon corps, et nulle part ailleurs. Voilà. Donc il va parler du corps comme topie impitoyable, c'est-à-dire d'un lieu dont je ne m'extrairai jamais et avec lequel il faut que je fasse. En même temps, et c'est le pendant de ce qu'il va, et c'est toute la puissance du texte, c'est que de cette topie, dit-il, vont naître toutes les utopies. Et effectivement, le rêve d'Icare, si nous avions eu des ailes dès le départ, je ne pense pas qu'on aurait parlé du rêve d'Icare. Donc, les utopies naissent de cet enfermement dans le corps. Et l'utopie, comme l'a dit Thomas More bien avant, c'est un lieu qui n'existe pas. C'est un lieu imaginaire, c'est un lieu hors de tous les lieux. Et c'est le lieu où, dira Foucault, soit je me projette, un corps sans corps, un corps que j'imagine beau, limpide, etc. Mais aussi dans lequel je rapatrie sur mon corps ou dans mon corps toutes les expériences du monde.
Voilà, donc ce texte magnifique, eh bien, au fond, je vais aller le mettre à l'épreuve de ce que j'entends chez mes répondants, et je vais surtout l'articuler avec un autre texte qui n'a en apparence, enfin en apparence seulement, pas bien de rapport avec le précédent, qui est le fameux texte sur les hétérotopies, ou qui s'appelle au départ, dans la conférence radiophonique, des espaces autres. Et donc, dans les espaces autres, Foucault ne parle jamais du corps, jamais, jamais, il parle des lieux, des lieux, ces fameux lieux, et il va définir les hétérotopies comme des lieux réels, hors de tous les lieux, qui, au sein du découpage des espaces et moments habituels, ont une fonction résolument différente, celle d'effacer ces espaces et moments, de les compenser, de les neutraliser ou de les purifier. D'autres diront de sa façon de définir les hétérotopies, au fond, qu'est-ce que c'est qu'une hétérotopie? C'est une utopie en acte dans un lieu réel. Michel Lallemand, qui est un sociologue qui a étudié les hackerspaces en Californie, a un autre mot, il n'emploie pas le mot hétérotopie, mais c'est exactement la même chose. Il parle d'utopie concrète pour parler de ces lieux. Voilà. Une hétérotopie, c'est un autre espace qui a une fonction d'illusion ou de compensation, dira Foucault, et je vais en reparler tout à l'heure. Donc, au fond, je vais déployer deux textes de Foucault en 3 étapes. L'atopie, qui fait naître des utopies, qui, quand je les rapatrie sur le corps sous la forme d'une transformation par le tatouage, et le tatouage n'est qu'un champ d'application, produisent des hétérotopies, font du corps une hétérotopie. Voilà, c'est ça en fait le pitch du papier, si je le résume très court. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans les résultats. Donc, je pense que le décalage, enfin, je montrerai les contributions, pourquoi ça a fait contribution pour JCR, c'est que le décalage du regard était tel de montrer le corps comme espace, de montrer comment les gens le vivaient sous forme d'une utopie d'abord, puis quelles utopies en essaient, puis comment c'était transformé en hétérotopie. Je pense que c'est ça qui a créé l'originalité, je pense, sur un sujet comme ça, où encore une fois, on n'avait qu'une vision socialisation, donc conformité, déviance. Alors, pour faire tenir ma prétention à dire que le corps est un espace, il fallait bien que je retrouve ou que je montre qu'il y a bien des notions géographiques dans le discours de mes répondants, et qu'à travers le tatouage, j'ai bien une gestion de l'espace perceptible, enfin, qu'on peut parler de ça. Enfin, ce n'était pas juste une idée en l'air, il fallait aussi que je démontre, en tout cas, que la notion d'espace, elle tenait dans mes données. Alors, en fait, j'ai pris un bouquin, j'ai pris des tas d'ouvrages en géographie, mais il y en a un qui m'a beaucoup inspiré, c'est celui de Michel Lusseau, qui est un géographe français qui est à Lyon et qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'homme spatial. Il est très latourien dans sa manière de penser, mais dans ce livre-là, il donne des notions géographiques de base dont j'avais besoin. Par exemple, j'avais besoin de savoir ce que c'était qu'un espace, comment ça se définit, de quoi on parle, quel est le vocabulaire, est-ce que je le retrouve du coup dans ce que j'entends. Et au fond, j'ai pris quelques notions, mes clés et particulièrement visibles dans le tatouage, qui étaient d'abord la topographie. C'est-à-dire que le corps, il a une topographie. Vous prenez une île déserte, qu'il y ait une montagne ou qu'elle soit plate, c'est une topographie différente. Et sur un corps, c'est pareil, vous avez des creux, des bosses, et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en termes de tatouage en fonction de cette topographie. Par exemple, si vous tatouez un truc sur une bosse et que la bosse, elle bouge pour des raisons diverses, votre tatouage se déforme et c'est moche, tout simplement. Donc, il faut des surfaces planes pour faire certaines choses. Certains tatoueurs, par exemple, la pliure du coude, certains tatoueurs l'utilisent justement pour des tatouages dont le mouvement va avoir un sens par rapport au motif. Donc voilà, ça les tatoueurs savaient très bien m'en parler. Donc, il y a une topographie, on ne met pas n'importe quoi n'importe où. Et surtout, il y a une cosmologie. C'est un ouvrage de Robert Hertz dans les années de 1960 qui parle d'une cosmologie qui se réplique sur le corps. Et au fond, notre corps, la gauche,
la droite, c'est quasiment le titre de son bouquin. Les gens ont une vision très symbolisée du corps, avec des zones qui correspondent à des symboles particuliers. Le haut, le bas, la gauche et la droite, le cœur, les zones nobles, moins nobles, voilà. Et donc, dans cet exemple-là, j'avais un discours de répondante qui illustrait merveilleusement cela, mais je l'ai entendu plusieurs fois à d'autres endroits. Je parlais du dos tout à l'heure, hein, mais l'épaule, bah, c'est to back, hein, c'est les trucs qui vous poussent, qui vous aident à avancer, qui vous soutiennent. La bestiole, elle est derrière vous et c'est comme si c'était une main dans le dos. Et cette même personne, vous envoyez la cheville à droite. Voilà, quand on regarde un tatouage, on ne comprend rien en fait. C'est une pipe. La pipe, c'est son grand-père, une pipe dans une fleur. Et pourquoi la cheville? Et c'est de ça dont elle va me parler. La pipe est là parce que la cheville, c'est les racines, c'est ce qui ancre au sol. Et c'est pour ça que ce motif est à cet endroit. Donc les gens passent leur temps à me parler des raisons, et c'est comme ça d'ailleurs que je vais les aborder. Je ne vais pas leur demander racontez-moi pourquoi vous avez fait votre tatouage de renard. Je vais leur dire tout simplement racontez-moi dites-moi, parlez-moi de votre premier tatouage. Donc ils vont me montrer où il est. Et le lieu, je questionne toujours au départ sur le lieu, pourquoi il est là, et voilà. Et toute l'histoire vient entre le motif et la symbolique du lieu sur lequel ils ont placé ce motif. Dans la série lexique géographique, je continue avec le territoire. Le corps, je vais le voir, là c'est particulièrement flagrant, je vais vous le montrer, voilà, c'est la même personne. Voilà un répondant qui, dans son entretien, va me montrer comment son corps est partitionné. Son corps est partitionné de manière absolument nette, et c'est ce que je vais retrouver dans le street tattoo dont je vous parlais tout à l'heure, là, le petit webzine. Il y a une personne qui est un chanteur d'origine, je crois, je ne sais plus si c'est arménienne, mais je ne me souviens plus du nom du gars, il est connu pour les autres, mais pour moi non. Il va montrer cette symbolique, et lui pareil, il va me dire, par exemple, voilà, il montre son bras droit sur l'image en haut à gauche, hein, et il montre un portrait que vous reverrez tout à l'heure. Et il me dit, c'est mes copains, voilà, mes copains sont à droite, ma famille est à gauche. Alors je lui dis, pourquoi la droite pour les copains? C'est évident, c'est mon bras droit, j'ai vécu dans la rue, le gars là qui est sur mon bras à cet endroit-là, c'est mon poteau qui m'a toujours aidé quand j'étais dans la dèche. On dit bien mon bras droit. Bon ben voilà, les gens qui m'aident, ils sont à droite, la famille, elle est à gauche. Pourquoi le crabe, il est au milieu? Eh ben, le crabe, c'est sa copine. C'est son centre de gravité dans la vie, c'est quelqu'un qui l'équilibre. Et ben, le crabe est exactement au milieu du torse. Le dos, c'est le père. Alors le père, gros problème avec le père toute sa vie. Le tatouage est à moitié entamé, donc c'est un gros projet. Et il m'explique qu'il a fait un motif inversé à celui de son père, qui a aussi un tatouage d'un aigle qui tient un serpent. Et lui, il a inversé le motif, c'est un serpent qui va manger l'aigle. Et il me dit, voilà, maintenant c'est réglé, les conflits avec mon père, c'est fini, c'est dans le dos. Voilà, c'est son projet de dos. Il a une fille toute petite à l'époque et il me dit, je vais lui réserver une place. Donc, du côté de la famille, à gauche, donc à gauche, c'est la cuisse que vous voyez sur l'image de droite, c'est sa mère. Et il me dit, pour l'instant, je ne la fais pas parce que je ne sais pas qui elle est trop petite, donc j'attends, mais je sais déjà où elle sera. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui a une partition complète du corps avec des territoires, des zones et des attributions en fait, de ces zones. Il a même d'ailleurs une jambe apprentie, un peu comme ce que je disais Zombie Boy, il laisse des apprentis tatoués se faire la main, en fait, sur son mollet gauche, en bas, ou droit, je ne sais plus, droit. Ensuite, toujours dans le lexique géographique de la topie, en fait, on voit des gens qui, quand ils remplissent progressivement le corps, cherchent à faire paysage, c'est-à-dire à créer, et c'est la définition qu'en donne Lusso, un paysage, c'est quelque chose qui a été conçu pour une lecture esthétique décodable selon certains codes. Et là, les gens qui sont très tatoués font paysage, c'est clair et évident dans ce que je vois. Donc c'est des projets, par exemple le gars de gauche est très connu en France, il s'appelle Freaky Woody, il est instituteur et aujourd'hui vous allez le voir sur une image
plus loin et dans le temps aussi. C'est quelqu'un qui a 7 projets sur le dos, là, on ne le sait pas, on ne voit pas, on pense que c'est d'un seul tenant, mais en fait, c'est 7 tatoueurs qui lui ont fait ce que vous voyez là. Et en fait, ils intègrent, ils imbriquent, ils fluidifient leurs motifs les uns par rapport aux autres pour que ça fasse une unité comme un tableau qu'on croirait avoir été fait par la même personne, mais non, il est fait par 7 personnes en réalité. Donc les gens font paysage. Le voilà maintenant, au milieu et en haut. Et en fait, ah oui, alors je passe aux limites. Voilà. Pourquoi les limites? Parce que les gens rencontrent des... Alors, les limites spatiales, enfin, il y en a plusieurs. Les limites spatiales, c'est que les gens manquent de place. Et ça, c'est un truc qui va me frapper. Chez les gens très tatoués, là, donc je suis allée graduellement dans la présentation de mes répondants, de ceux qui ont très peu de tatouages à ceux qui en ont beaucoup. Plus ils se tatouent, moins ils ont de place. Et il y a une angoisse chez certains de « je n'ai plus de place ». C'est comme une île que vous auriez construite partout et sur laquelle vous n'arrivez plus à mettre rien. Il n'y a plus d'espace. Et pour certains, c'est vraiment une angoisse de savoir, quand ils ont encore des projets dans la tête, où est-ce qu'ils vont les mettre, hein. Et donc, à droite, j'ai mis cette image. Pourquoi? Parce que la rose que vous voyez, en réalité, cette jeune fille sait qu'elle va se faire tatouer encore, elle a besoin de place dans le futur, et elle va gagner de la place, si je puis dire, en mettant son espèce de cathédrale sur la partie droite, sur la rose, et non pas à côté de la rose. Voyez. Donc, en fait, ces gens font ce qu'on appelle du cover-up en tatouage, où ils intègrent, ils ne veulent pas renier du tout ce qu'a été la rose dans leur vie, mais ils savent qu'ils manqueront de place et qu'ils ont une gestion très, très serrée de l'espace, et du coup, ils mettent des tatouages sur des tatouages. Et le fameux Freaky Hoodie que vous voyez à gauche, là, ce gars en couleur avec, qui est sur l'image de gauche, tout à gauche, et c'est lui au milieu. Et maintenant, il a un bras, comme vous le voyez, il n'a plus de couleur, il est bleu. Et il dit « à 40 ans, je serai noir », parce qu'il superpose du tatouage sur du tatouage, et avec le temps, ça ne peut être que des couleurs foncées et de l'uni. Il n'y a plus moyen de faire du motif, c'est des recouvrements perpétuels. Donc, ce que je vois, c'est qu'en fait, les gens ont des angoisses spatiales et font de leur corps une sorte de palimpseste, hein, c'est-à-dire comme un parchemin qu'on écrit, qu'on réécrit par-dessus. Voilà. Et il y a aussi d'autres limites qui vont s'exprimer dans l'espace, mais qui sont plutôt liées au social quand même. Là, je ne renie pas ce qui a été dit sur le social. C'est ce que vous voyez sur la main. Les tatoueurs parlent de suicide social pour des gens qui se font tatouer des parties visibles, main, visage. Donc, ils ne le font pas, sauf quand les gens sont dans un milieu qui est tolérant par rapport au tatouage. Donc, ça aussi, c'est des limites parce que ça enlève de la peau, si je puis dire, possible, ça enlève de l'espace possible en tatouage si on ne veut pas franchir ces limites. Et enfin, le dernier cas que j'ai vu et que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est toujours pareil dans cette histoire de gestion de l'espace, une fille qui s'est fait retatouer un motif qu'elle avait sur une zone, elle se l'est fait retatouer ailleurs pour libérer, entre guillemets, cette zone. Alors, le tatouage n'est pas parti, il est toujours là, mais elle va le recouvrir dans un projet plus grand, mais elle a déplacé le motif qu'elle veut conserver. Vous voyez. Donc, on a une vraie gestion du centimètre carré de peau qui obsède en fait certains répondants. Donc, voilà, ce que j'ai essayé de montrer dans cette première partie, c'est où est-ce qu'on avait bien cette dimension spatiale de la topie, c'est-à-dire d'un espace de peau qui est limité, hein, et qu'il faut gérer et voir quand on avance dans sa vie de tatoué, qu'il faut vraiment presque, comment dire, contingenter, enfin, rationner, voilà, pour faire attention à ce qu'on aura envie de faire plus tard. Alors, mon deuxième postulat, c'était de montrer en quoi Foucault avait raison sur son histoire d'utopie. Et finalement, dans son texte sur le corps utopie, il donne quasiment la clé. Il ne le formule pas comme ça, mais c'est en filigrane dans son texte. Au fond, si on est enfermé dans un corps, c'est-à-dire dans un ici, l'utopie, c'est l'ailleurs. Et ce que je vais voir s'articuler dans les discours des gens, c'est ce discours entre ici, ailleurs, pas ici, pas ailleurs. Donc ça s'appelle un carré sémiotique.
C'est très compliqué à manipuler dans les revues françaises parce que la France a nourri les sémioticiens, enfin, ils sont surtout nés en France. Les Américains sont beaucoup moins compliqués. Hein, donc, moi, je me suis bien gardée dans l'écriture au départ de leur dire c'est un carré sémiotique, etc. Et je rentre dans les canons de la sémiotique. Ils m'ont dit non, mais c'est pas un carré sémiotique là que vous nous avez envoyé. Bon, bah, nommez-le comme ça, et puis voilà, bon, bref. Mais la structure des discours, c'était vraiment ici ailleurs, et je vais essayer de vous le montrer. Alors, la première topie donc, de l'ici, c'est ce qu'a dit Pascal Florin tout à l'heure dans son texte, c'est je voulais transformer mon corps en hypothétique œuvre d'art. En fait, l'utopie, c'est de se croire plus beau, ce que j'appelle les utopies d'embellissement, c'est de penser qu'on est, enfin, il le pense et il le croit, hein, il le vit comme ça, mais ce corps qui est toujours le même, en fait, en termes de volume ou en termes de défaut, ils l'embellissent à leurs yeux à travers le tatouage. Les tatoueurs le disent à longueur de temps, les gens se sentent plus habillés quand ils ne se sentent pas bien dans leur peau, trop gros ou trop maigres. Ça va être le cas d'après sur une autre image, ce n'est pas le sujet, mais c'est exactement aussi son problème. Quelqu'un de trop maigre qui va se trouver habillé par le tatouage et bien dans sa peau, moins maigre en clair, quand il est tatoué, alors que c'est toujours le même corps, et c'est ça qui est assez amusant. La deuxième, voilà, le gars trop maigre, lui, c'est l'illustration que j'ai peu trouvée, en fait, à part, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais chez lui, c'était assez spectaculaire. Ce que j'ai appelé des utopies d'évasion. Le corps, c'est l'endroit pour faire entrer tout le reste du monde en soi ou sur soi. C'est quelqu'un qui avait que des motifs de voyage sur le corps. Donc, la harpe irlandaise, parce que c'était son premier voyage, son bras sur lequel vous voyez toutes les coordonnées des endroits qui l'ont marqué, qu'il a visités, des tas de motifs de marine, parce qu'il n'avait pas 60 ans à naviguer avec son père, et puis même lui-même, la représentation de lui-même, ce petit bonhomme que vous voyez avec des montgolfières, un peu la tête dans les nuages, et voilà, il dira, je suis quelqu'un qui était en l'air, et voilà ce qui me représente. Je ne suis jamais là, en fait, je suis toujours ailleurs, il rêve. Voilà. Et c'était spectaculaire, vraiment. Tout le corps est fait d'endroits qui ne sont pas là, en fait. Ça, c'est une utopie extrêmement fréquente. C'est probablement il y en a 3 qui sont très fréquentes dans mes répondants, l'ici, le pas ici et le pas ailleurs. Le pas ici, c'est un marché extrêmement fréquent des demandes de tatouage. Je les ai appelées utopies de conjuration. C'est le fait que les gens ne veulent pas, ne vivent pas bien leur vie ici. Et ils ne sont pas dans l'embellissement, ils sont en fait, pas dans l'évasion non plus vers un ailleurs qui serait bien heureux, ils sont dans le refus, enfin la conjuration du fait d'être ici, hein, du dépassement d'une situation qui leur est pénible. Alors, qui vient, le portrait que vous avez vu tout à l'heure sur le bras du garçon, il est à nouveau là. C'est quelqu'un c'est un de ses meilleurs amis, il s'est suicidé. Et la douleur, hein, c'est ce qu'ils disent dans beaucoup de ces cas-là, la douleur physique du tatouage efface la douleur morale de la perte, du deuil. Donc voilà, c'est des gens qui sont tatoués, des choses qui représentent des personnes disparues, des conjurations, celles que vous voyez en bas. Voilà, quand on voit le motif, on se dit quel rapport avec le sujet. C'est marqué Always look at the bright side of life. C'est une phrase que les Monty Python dans le film La vie de Brian, les 3 gars crucifiés chantent sur la croix. Je vous invite à voir le film, c'est très drôle. Donc ils sont crucifiés, c'est la vie de Jésus en fait en mode Monty Python, et ils chantent à la fin regardez toujours du bon côté de la vie. Et en fait, la fille me dit, bah voilà, c'est mes potes qui m'ont dit, bah, quand tu es déprimé, mets-toi un truc drôle, on sait que tu as de l'humour, et que comme ça, quand tu ne seras pas bien, bah, tu regarderas la phrase. Sauf qu'au fil de l'entretien, bah, je finis par comprendre que cette fille-là, elle a 25 ans, hein, elle a un cancer. Voilà. Bon. Et donc, conjuration de la maladie, de la mort, des deuils, des violences, c'est ce que vous avez dans le verbatim d'en haut. Et au fond, ces tatouages-là c'est le petit nœud de tout à l'heure aussi, c'est le moyen, c'est la croyance en tout cas que par ce motif, les gens vont passer à autre chose et vont en fait se libérer un peu de leur souffrance. Et puis alors ce sujet-là, il m'a beaucoup intriguée aussi. Et il m'a intriguée aussi par les remarques des tatoueurs.
J'ai eu du mal à le nommer, et c'est bien une utopie. C'est au fond l'idée que faire un tatouage, dans certains cas, c'est arrêter le temps. C'est stopper le moment et l'espace-temps, ce qui est complètement illusoire, quoi. On n'arrête pas le temps, hein. Mais en fait, le tatouage, pour eux, arrête le temps dans l'idée que ce qu'ils pensent ici, maintenant, à cet endroit, ça ne bougera jamais. Voilà. Et l'exemple typique qui m'est venu en premier, c'était les gens qui se font tatouer les portraits de leurs enfants. Et ils sortent du salon, le gosse, il a déjà bougé, quoi. C'est déjà plus la tête de leur môme, mais 5 minutes après, le môme, il a grandi. Donc, voilà, ils figent le temps, ils figent l'espace, et on le voit dans une autre version chez des gens qui se gravent leurs convictions en pensant qu'à vie, ils auront ces convictions-là, hein. Donc, c'est possible, hein. C'est possible que jamais ils ne renient leurs convictions, mais et j'ai même pris quelqu'un que vous connaissez, je ne sais pas si elle vient jusqu'à vous, mais une espèce de starlette de la télé-réalité française qui s'appelle Nabila. Vous connaissez Nabila au Québec? Elle a envahi vos ondes, non? Eh ben, tant mieux pour vous. Mais c'est une fille qui passait sur les plateaux télé et qui est connue pour avoir fait une espèce d'exclamation que tout le monde a repris ensuite, mais peu importe. Et Nabila, elle fait une vidéo que j'ai récupérée, je l'ai prise comme exemple aussi dans cette catégorie-là, où elle se fait détatouer un signe chinois qu'elle avait fait tatouer un peu en disant mais j'ai fait n'importe quoi et les gens devraient réfléchir. Enfin, voilà, un tatouage, c'est bon, ben oui, évidemment, mais les gens quand ils font, ils croient vraiment mordicus qu'ils vont pas changer d'avis et que voilà. Donc la jeune fille là se bat jusqu'à ce qu'ils soient tous libres. C'est écrit sur la nuque. Elle milite pour la cause animale. Et elle est persuadée que ça sera le combat de sa vie. C'est possible, encore une fois, mais c'est aussi ce qui alimente le marché du détatouage aussi. Donc, c'est vraiment pour moi des utopies jusqu'à preuve de la suite. Alors, comment montrer, qu'est-ce que c'est qu'une hétérotopie dans ce contexte-là, une fois que le corps a été transformé? J'ai essayé d'appliquer les 6 principes par lesquels Foucault définit une hétérotopie. Les 2 premiers, je les avais montrés dans mon précédent papier, donc je ne me suis pas trop attardée dessus. Je vais surtout m'attarder sur les 4 principes. Donc Foucault dit ces fameux contre-espaces ou contre-emplacements, il y en a dans toutes les sociétés. Voilà, ce n'est pas spécifique à une société ou à une autre. Donc le tatouage, oui, ça c'est facile à dire. Il y en a depuis très longtemps du tatouage. Sauf que, attention, mon propos, je le dis là maintenant en termes de méthode. Ce que je raconte dans ce papier ne vaut que pour des sociétés occidentales, en aucun cas pour des sociétés coutumières ou tribales dans lesquelles le tatouage a un sens totalement différent. Donc, on pourra en reparler si vous voulez après, mais il faut bien contextualiser. Donc, toutes les sociétés produisent leurs hétérotopies. Donc, oui, des transformations corporelles, il y en a toujours eu. Et en l'occurrence, c'est une sorte de contradiction. Ça se veut une contradiction de l'ordre religieux, surtout, des religions monothéistes dans lesquelles on ne se tatoue pas, ni dans la religion catholique, ni musulmane, ni juive, pour une bonne raison, c'est que Dieu nous a donné un corps. Le corps, c'est un don de Dieu, et le transformer, ça serait se substituer à Dieu ou contester la perfection de ce qu'il nous a donné. Donc, au fond, voilà un peu l'ordre dominant sur le corps, c'est on ne change pas ce qu'on nous a donné et on ne le transforme pas. Et d'ailleurs, le petit jeune tout maigre dont le tatouage d'illusion, d'évasion que j'ai montré tout à l'heure, d'évasion, m'a dit un jour, ma mère considère que j'ai massacré mon corps. Voilà, que je l'ai bousillé, quoi. Alors, ce que dira Foucault aussi, c'est que les hétérotopies évoluent et se transforment au cours du temps, c'est-à-dire que les cimetières ont changé de fonction, bref, toutes les hétérotopies peuvent disparaître aussi bien, et c'est ce que j'avais montré dans le papier sur les lieux de tatouage. Alors, j'en viens par contre à ce qui va m'intéresser par rapport à ce que j'ai observé. Troisième principe, une hétérotopie juxtapose des espaces et des temps incompatibles. Et ça, il va le montrer, lui, Foucault, à travers le jardin. Il va dire, où vous prenez un projet qui existe en Arizona, en Arizona, qui s'appelle Biosphere 2,
Surtout, c'est la reconstitution de tous les biotopes du monde dans une espèce de bulle, enfin d'une série de bulles. Hein. C'est comme un center park qui réunirait en fait tous les biotopes, et c'était une utopie parfaite, quoi. Enfin, c'est pareil, le corps de Pascal Tourin, c'est la même personne, hein, que vous avez là. Sur ses fesses, vous voyez une espèce de bande dessinée Freaks, et puis sur son torse, c'est des vitraux du Moyen-Âge. Ça n'a rien à voir, ce sont des mélanges de styles et de temps, même qui n'ont exactement comme ce qu'on trouve dans une bibliothèque, qui est aussi une hétérotopie, ou dans un jardin. Voilà. Alors, quatrième principe, une hétérotopie accompagne une hétérochronie, c'est-à-dire un temps différent, suspendu. Bon, ça, c'est clair qu'on le voit dans le moment du tatouage, qui est un moment très particulier dans la vie d'une personne. Hein. C'est un projet qui mature, qui prend du temps. Le temps du tatouage, c'est long, c'est parfois 5 heures. C'est sur plusieurs séances dans certains cas. Et puis, ça résonne aussi avec une autre façon qu'aura Foucault de parler du temps et des hétérotopies. Il parle de ces hétérotopies d'accumulation. Je parlais de la bibliothèque. La bibliothèque, c'est un projet fou de réunir tous les savoirs de tous les temps. C'est exactement aussi ce qu'on voit chez les collectionneurs de tatouages, ou ce que Miller, même Daniel Miller, a un petit chapitre dans son bouquin sur une tatouée qui accumule des expériences de vie, sous forme de motifs de tatouage. Elle cumule les expériences en tatou, quoi. Alors, ce qui est intéressant aussi, mais ça, c'était un peu facile, j'allais dire, dans le monde du tatouage, une hétérotopie est un lieu ni tout à fait ouvert, ni tout à fait fermé. Et c'est exactement ce qu'on a dans la dialectique du montré caché que connaissent très bien les tatoueurs. Donc, il y a ce jeu de ce qu'on montre, et même ce qu'on montre, on ne dit pas ce que c'est au fond. Même quand vous voyez des gens très tatoués dans la rue, c'est montré, mais le sens n'est pas montré. Et c'est ce que moi, j'ai découvert entre mon petit nœud du début, où je mets un sens de jugement et de préjugés sur ce que la fille a voulu faire, et de ce que j'ai compris après des mois d'entretien, de temps passé, que le sens n'est jamais donné dans un tatouage, et que si vous voulez en faire une interprétation du style c'est trivial, c'est inintéressant, c'est le truc qu'on voit partout, peut-être que c'est le truc qu'on voit partout, mais le sens, vous ne l'avez pas. Peut-être qu'on va faire un petit papillon comme je sais pas, Angelina Jolie, mais le sens que la personne a mis, ça, vous ne le savez pas. Et ça, c'est toujours caché, en fait. Et puis, le sixième principe, c'est le plus intéressant. Dans les hétérotopies, dit-il, les lieux sont représentés, contestés et inversés. Alors, qu'est-ce qui est représenté, contesté et inversé? En fait, il y a une illusion, ou un renversement des codes de la beauté. Encore une fois, le corps vierge, disent les tatoués, ce n'est pas le corps que nous estimons beau. Donc, on met en miroir ce jugement classique sur le corps, on le met en illusion. Voilà, l'illusion, c'est d'inverser le truc, comme dans le carnaval, en fait. Hein. C'est une contestation de ce qui serait le code de beauté d'un corps vierge. Et puis, il y a la compensation, et Foucault dit c'est soit de l'illusion, soit de la compensation. J'ai travaillé 2 fois sur la question des hétérotopies, même 3 fois. Et au fond, pour moi, plus j'ai travaillé ce sujet-là, de l'illusion ou de la compensation, plus je me suis rendu compte que ce n'était pas ou, mais et. L'illusion est une dénonciation, et elle sert ensuite à une compensation. Donc la compensation, c'est ce qu'on a vu dans les utopies. En fait, à quoi sert le tatouage? Il sert à être plus beau, il sert à faire des voyages immobiles, il sert à conjurer des douleurs, et il sert à dire qui on est. Voilà, donc il y a ce côté miroir et compensation qui, pour moi, va ensemble. Voilà, donc je vais revenir finalement aux contributions. Pourquoi ça a fait un papier qui leur a plu? Au passage, je pense que j'ai eu là les reviews les plus extraordinaires de ma vie. C'est assez étonnant. J'ai pourtant bien galéré. Hein. J'ai fait 5 tours sur ce papier quand même, donc ça n'a pas été simplet. Mais j'ai eu j'ai eu quand même des remarques que je ne lirais jamais dans une revue française où on vous casse plutôt qu'on vous encense. Alors, qu'est-ce qui leur a plu, en fait? C'était au fond de parler de ce corps comme un espace d'existence et d'expérience ultime, c'est-à-dire son espace, sa topie, dont on ne sort pas, et de montrer au fond que le tatouage, ce n'était pas tant un geste pour les autres qu'un geste pour soi.
Voilà. Donc, c'était ce que ça dit des gens à leur monde, à leur situation vécue et incarnée. Et j'ai eu la chance, parce que c'est très important pour cette revue-là, d'avoir eu un papier qui est passé juste avant moi dans la revue et qui parlait de la douleur. C'est un papier sur Tough Mudder, c'est les gens qui font des courses dans la boue et qui avait déjà mis en avant ce côté phénoménologique du corps vécu. Pourquoi les gens vont se martyriser, si je puis dire, à faire des courses dans la boue. C'est vachement violent. Et en fait, la théorie de ce papier qui m'a beaucoup aidée en fait aussi, c'est de dire c'est parce que les gens se sentent vivants. Voilà, la douleur les rend vivants. Voilà, c'est comme ça qu'ils savent qu'ils ont encore un corps en fait. Au passage, j'ai affirmé qu'une contribution théorique, c'était d'articuler deux approches de Michel Foucault qu'il n'avait pas réunies lui-même. En fait, il aurait pu le faire. Hein. Il aurait pu, dans les hétérotopies, parler du corps ou l'inclure. Mais en fait, il avait parlé du corps d'une part et des hétérotopies comme lieu physique d'autre part. Il ne les avait pas joints. Mais en fait, voilà, l'apport, c'était de dire le corps, c'est aussi un révélateur utopique, mais c'est aussi une hétérotopie une fois qu'on l'a transformé ou que cette transformation dit une contestation en fait de l'ordre dominant. Et puis après, c'est pour ça que j'ai bien galéré sur 2 tours. Voilà, donc tour 3, le papier était accepté, il est en acceptation conditionnelle. Et Léi m'a dit, ça va continuer avec moi. Donc c'est elle qui m'a bien emmerdée en fait. Et puis qui m'a dit, and so what quoi. Sortons du tatouage, à quoi ça sert votre truc? Qu'est-ce que ça dit d'autre? Donc, depuis, je l'ai appliqué dans un chapitre d'ouvrage aux utopies en général, hein, parce que pas qu'au corps. Mais si on prenait si je restais dans mon cadre du corps, au fait, mes différentes utopies du corps, il y en a d'autres. C'est-à-dire, c'était premièrement de leur dire ce qui a été dit sur la chirurgie esthétique, le botox, les régimes, c'est des pratiques d'embellissement et on pourrait relire ces papiers-là avec ma théorie, quoi, en clair. Sur les évasions dans et hors du corps, il y a des papiers aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, donc j'ai essayé de pousser, mais il y a un discours qui commence à émerger sur le post-humanisme, qui est important, pas dans le champ marketing, mais bon, il y a des choses plutôt sur le transhumanisme que sur le post-humanisme, mais bon. Par contre, j'avais trouvé un papier très intéressant sur les échographies non médicales. En fait, je me disais, mais est-ce de visiter, de s'évader de visiter le corps des autres, par exemple, faire du tourisme dans le corps. Si, le tourisme dans le corps, c'est l'échographie. Ça permet à la mère qui sent ce qu'elle a à l'intérieur d'elle de faire le tour de son enfant, mais aussi au père surtout, de visiter le corps de sa femme, ce qui est assez extraordinaire en fait. Il y a un papier très important qu'un des lecteurs m'a demandé d'intégrer sur les selfies. Et le selfie, c'est une photo en miroir. C'est des femmes qui se prenaient, en l'occurrence, c'est un papier sur les selfies sexy, où les filles se prennent nues face à des miroirs. Et c'est une super hétérotopie. Et en plus, ça bascule dans un espace virtuel. Donc, c'était assez intéressant à utiliser. Et puis, j'ai montré aussi que ça pouvait éclairer des formes de conjuration dont certaines sont assez connues, d'autres plus nouvelles. Bon, la photographie mortuaire, c'est quelque chose de très ancien. Hein. Vous avez des photos des bébés morts, comme s'ils étaient vivants. Ça se transforme aujourd'hui en site de deuil virtuel. En mise en scène funéraire, c'est-à-dire le corps n'est pas allongé. Je crois que ça se passe en Amérique du Nord. Hein. On a des scènes funéraires où le mort, il est assis à table, par exemple, dans un décor, dans une mise en scène qui était son vécu quotidien, quoi. On a des travaux sur le transhumanisme, donc c'est des formes de conjuration, hein, l'homme augmenté, le dépassement par la technique, la frontière de ce que sera le corps ou pas le corps avec la technique, des travaux sur la cyborgisation avec Haraway, et puis l'immutabilité, en exemple, c'est la cryogénisation. Bref, c'était d'essayer de montrer qu'il y avait plein de pistes ouvertes qui pouvaient permettre de prolonger ce travail et évidemment aussi en dehors du corps également. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai dû déborder horriblement. Non, pas trop? Si, un peu. Un peu beaucoup même. Voilà, je vais couper. Je vais enlever le partage. Hop. Comme ça,
je suis à vous. Merci Dominique, c'est fascinant, vraiment, bravo. Et il fallait prendre le temps pour nous exposer ça. C'est vraiment très inspirant, enfin, voilà, ça éveille plein d'idées chez chacun. Donc je vais laisser la discussion dès maintenant avoir lieu. Et merci beaucoup, hein, vraiment. Merci à vous. C'est Ouais. bon, c'est toujours un peu bizarre d'expliquer un truc dans lequel on a vécu longtemps, et puis ça fait 2 ans qu'il est paru maintenant. Bien, écoutez, je vous laisse très librement intervenir, poser des questions. Donc je Vous vois pouvez que les Zéna, poser surtout d'ailleurs, même sur le process d'enregistreur, parce que finalement, j'ai beaucoup appris. C'était ma 3e tentative, hein. Les 2 ont été infructueuses, les premières. Comme quoi, il ne faut pas se décourager. Et je pense qu'à un moment, j'ai compris comment ça fonctionnait. Enfin, je me suis dit, là, ça doit pouvoir coller. Voilà, j'ai su ce qu'il fallait faire pour que ça rentre dans JCR. Et je continue, là, j'ai un papier avec Belk, encore on continue sur un autre sujet, mais je galère un peu plus encore. Donc, alors je n'hésitez crois pas. que Zéna avait une question à poser ou non, je me trompe. Alors Pierre, Oui, bonjour à tous. Merci infiniment pour cette présentation. C'était vraiment passionnant. Enfin, voilà, moi, je sais, j'avais lu l'article, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et je sens qu'il va m'accompagner sur plein de sujets de recherche. Moi, j'avais 2 questions à vous poser par rapport à ce papier. La première, c'était la différence que vous opériez entre le corps et la peau. Parce que voilà, je suis tatoué par ailleurs, enfin, et du coup, je me retrouve sur le sujet peau, mais enfin, sur le rapport au corps, ça me questionnait notamment par rapport à, dans votre papier, quelque chose que vous développez un petit peu sur les sujets de transition de genre, de transformation de son corps, de transfiguration, refiguration. Enfin voilà, ça m'intéressait d'avoir votre regard par rapport à ça. Et la deuxième question que j'avais à vous poser, c'était par rapport à… Alors moi, je ne suis pas très familier de JCR, mais enfin, voilà, on est quand même dans l'analyse de la consommation. Le tatouage, il y a une transaction financière qui s'opère avec des prix différents selon les types de tatouage des personnes. Et cette transaction, enfin, quand on se fait tatouer, il y a tout un processus de guérison, de cicatrisation. Après, il faut faire attention. Enfin, voilà, et du coup, ça m'intéresse. Et moi, je fais beaucoup le parallèle entre l'acte de tatouage et l'acte autour, enfin, toutes les thématiques autour de la guérison, de la thérapeutique. Parce que je trouve qu'il y a souvent des parallèles, en tous les cas, des choses similaires qui se jouent dans le tatouage et dans les thérapies. Du coup, ça m'intéressait de voir un peu si c'était quelque chose que vous aviez aperçu dans votre terrain ou pas. Enfin, voilà, c'était ces questions-là qui me remontaient. C'est super question. Alors, c'est marrant, la peau, je me suis dit que tel que je présente les choses là, je rends pas justice à Patterson et Schroeder qui ont fait un papier sur la peau. Mais leur papier me dérangeait énormément. Je me suis redemandé pourquoi, et c'est bien que vous me reposiez la question du coup. La peau me dérange, enfin l'approche sur la peau me dérange parce que c'est pas holiste. C'est pas, ça prend, c'est très, enfin leur papier est très analytique, et que j'avais dans l'oreille des discours qui ne me parlaient pas d'un truc superficiel. Et que quand on parle peau, j'ai plutôt cette sensation, enfin même, j'avais lu les travaux d'Anzieux sur le moi peau, je trouvais ça très intéressant sur le plan psychanalytique, hein, ce côté par excitation, etc. Je trouve ça très bien. Mais c'est pas ça que j'entendais. J'entendais vraiment une incarnation. Et ça ressortait pas, si je puis dire, ça ressortait pas sur la peau seulement. Voilà. C'est pour ça que je parle corps, je parle habitat dans le corps. Ah, tiens, il y avait un bouquin, mais j'ai oublié la ref là du coup, mais elle est dans ma biblio, que m'a fait lire mon premier reviewer. Il y a eu très peu de remarques, mais il m'a énormément aidé là-dessus. Il m'a dit lisez, et je ne sais plus qui du coup maintenant. Qui est un auteur qui est enfermé dans son corps par une maladie, c'est un peu comme les maladies de Charcot, donc avec de la douleur. Et de la douleur. Comment ? C'est le scaphandre et le papillon. Non, c'est pas celui-là.
mais je le retrouverai dans la biblio en regardant, je ne me souviens plus là. Et effectivement, c'est ça, voilà, ça, j'étais près de ce que j'entendais, alors que la peau me donnait une impression de superficialité, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai dû me distinguer de ce papier de Patterson-Schroeder sur cet aspect-là aussi, parce que je trouvais que ça ne collait pas complètement. Puis leur papier est très analytique, la peau comme ci, la peau comme ça. Bon, le mien aussi, il est analytique d'une certaine manière, mais bon. Et alors, pour ce qui est de la guérison, alors, non, mais c'est une belle piste de recherche, je trouve. J'étais pas loin, j'étais pas loin de ça, au fond, dans le tout premier papier sur les lieux là, dont j'ai parlé tout à l'heure, et dans la pratique de cette fille qui rentre dans le milieu du tatouage et qui, elle, a introduit cette notion pratiquement du care, Bah oui. d'attention portée au corps de l'autre. Et en fait, pendant longtemps, mon papier, enfin celui-là ou l'autre, je me suis trimballée avec un titre qui me plaisait énormément, que je n'ai jamais pu caser nulle part, c'était prendre la main de l'autre pour habiter en soi. Voilà, c'est comme ça que j'aurais voulu appeler ce papier. Enfin, le dernier ou le premier, j'en sais rien, mais c'était ça que j'entendais, prendre la main de l'autre pour habiter en soi. Et c'est très près de ces notions de guérison ou d'accompagnement. Je pense que c'est une belle piste de recherche, ouais. De toute façon, le corps, c'est un grand absent quand même, hein. C'est pas un truc sur lequel on travaille beaucoup ou assez, à mon avis, quoi. On va voir, ah bah tiens, je le dis, c'est pas moi qui organise, Neoma, qui est l'école de commerce en face de chez nous, organise le 10 et 11 juin un workshop doctoral, je pouvais pas le dire au meilleur endroit, sur le corps. Voilà. Mais je pense que c'est un sujet qui est assez négligé, en fait. Il y a un auteur, la personne ne m'en parle, mais il y a un auteur que j'ai lu, relu et que je trouvais passionnant, mais après, je ne pouvais pas l'exploiter bien parce qu'il n'y a pas de vraie théorie. C'est David Le Breton qui a écrit des trucs passionnants sur absolument tout ce qu'on veut sur le corps, y compris le tatouage, hein. Il a écrit plusieurs fois sur le tatouage. Avec un discours sur l'adieu au corps. En fait, le corps aurait disparu, hein, dans notre civilisation, qu'on l'efface, et que c'est un objet, il en parle même comme d'un accessoire. Et ça me dérangeait aussi, parce que c'est pas tant un accessoire qu'un lieu incarné, et j'étais pas à l'aise non plus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Alors, je vois des petites mains se lever. Bah, prenez la parole très à l'aise. Alors, est-ce que tu lèves ta main, Zéna? Oui, bonjour. Salut. Merci pour cette présentation très intéressante. Quand je lisais hier le texte, j'étais fascinée. Et quand vous le présentez aujourd'hui, là, on comprend qu'est-ce qu'il y avait derrière ce texte que vous avez écrit. Moi, je voulais juste poser la question, quand on parle de contexte, quand vous avez dit qu'en fait, on fait le tatou et ça, pour soi, c'est effectivement parce que la personne extérieure ne va pas comprendre ce tatou, sauf si on l'explique. Donc, est-ce que en fait, le même tatou peut avoir alors là des sens différents pour deux personnes différentes, le même tatou? Mais donc, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est là où, enfin, nous, on parle quand on fait de l'ethno, on parle des points de vue émiques ou éthiques. Émique, c'est parler répondant eux-mêmes, et éthique, c'est l'analyse qu'on en fait. Le jugement analytique qu'on peut porter sur un tatou de l'extérieur, il n'a aucun sens en réalité. C'est un préjugé qu'on exprime. Et le seul sens que je vois, c'est celui que nous livrent les gens quand ils veulent bien nous le livrer. Et c'est pour ça qu'on a toujours ce discours des tatouages à la mode, enfin que ça, on revient, enfin, j'ai fait cette présentation-là l'autre jour et les collègues m'ont dit, mais quand même, ils reviennent, c'est les signes de l'infini, puis les tatoueurs s'en plaignent de tatouer toujours la même chose. Oui, mais est-ce que c'est le même sens qui est mis derrière? Non, non. Et effectivement, alors pourquoi c'est toujours le même motif, ou souvent les mêmes motifs qui reviennent? Ben, c'est très simple, et je l'ai vu dans les forums Bodyworks et autres, les gens n'ont pas d'imagination graphique. Ils vous disent, voilà, comment je vais, et c'était dans un des verbatims que j'avais mis tout à l'heure, pris sur le net, je veux représenter ma grand-mère, mais je ne sais pas comment. Voilà. Et un vrai bon tatoueur, c'est quelqu'un qui va partir de l'image, parce que les tatoueurs demandent quand même à leurs clients
d'apporter ce qu'ils ont envie de faire tatouer, bien entendu. Donc, ils vont chercher sur le net des images toutes faites. Et ensuite, un bon tatoueur, il y a deux sortes de tatoueurs. Il y a celui qui va faire bêtement ce qu'on lui demande de faire, il va recopier, tout en se plaignant qu'il recopie. Hein. Et il y a celui qui va interpréter et qui va parfois totalement réinterpréter. Et ce qui était le dessin de départ, ça sera complètement autre chose à la fin. Pour un vrai bon tatoueur qui va symboliser ce qu'il entend de la vie, c'est ce que m'avait raconté ma fille. Hein. On lui avait demandé je ne sais pas quoi et c'est devenu un petit cartable avec... voilà, alors qu'elle c'était parti d'un truc tout trivial, tout banal qu'on voyait partout. Et voilà, mais en discutant avec elle, elle lui a dit est-ce que ça te plairait pas mieux, est-ce que ça te représente pas mieux? Voilà. Donc c'est difficile d'avoir une imagination graphique, hein, de savoir comment symboliser un sentiment, une expérience, une douleur, une tristesse. C'est très compliqué. Hein. Et c'est un peu, alors on pourrait parler de maïeutique pour en revenir aux soins, mais c'est des gens qui font un peu accoucher leurs clients de ce qui les représentera à vie, s'ils n'ont pas changé d'avis, encore une fois, dans quelques années. Alors, il y a Jessica, puis Elisa. Oui, bonjour. Merci Bonjour. beaucoup pour votre présentation, vraiment très appréciée. Je connaissais aussi beaucoup votre papier, en fait, que j'avais déjà apprécié. Donc, de vous entendre en parler en vrai, c'est encore mieux. Merci. J'avais une question par rapport aux exemples que vous avez donnés qui me paraissent beaucoup illustrer en fait une prise de contrôle ou une reprise de contrôle sur son corps. Donc, il y a beaucoup l'agence sur soi. Puis, je me demandais si vous aviez aussi rencontré peut-être à travers les entretiens des échecs ou peut-être des contraintes plus dans l'utilisation du tatouage, peut-être même des tatouages qui auraient été modifiés en cours de route, ou je pense entre autres un corps vieillissant qui modifie le tatouage. Donc là, l'agence est plus externe. Puis qu'est-ce que ça illustrerait là, à ce moment-là? Alors, je ne peux pas vous répondre positivement parce qu'en fait, je n'ai pas une étude longitudinale suffisante pour pouvoir répondre. Des corps vieillissants, j'en ai pas eu parce que mes répondants sont relativement jeunes. De toute façon, il y a plein de limites hein, dans ce qu'on fait. Ça ne couvre pas tout. Des échecs, oui. Oui, j'en ai vu. J'ai vu des gens qui avaient dont un tatoueur qui était furieux de ce que lui avait fait un autre tatoueur et qu'il avait dû tout retravailler le motif. Oui, oui, donc ça, j'ai vu. Mais le sens global de ce que vous me demandiez, c'était au fond quoi? S'il y avait eu des ratés, c'est ça? Sur un manque de contrôle, en fait? Oui, ben j'avais le sentiment que le tatouage, ben, comme beaucoup de transformations, d'embellissement il y a beaucoup cette idée de reprendre le contrôle sur je soi, vois. mais parfois, à travers certaines de ces pratiques-là, on finit par en fait se retrouver en arrière puis perdre le contrôle. C'est très vrai. Alors, moi, des exemples d'échecs, à part celui-là, enfin d'échecs, disons de ratage partiel, je n'ai eu que celui-là. Mais il y a un site en France qui fait beaucoup rire, hein, qui s'appelle Tatou Raté. Et Tatou Raté, bah, c'est des posts de trucs horribles, foirés. Bon, alors ça se rattrape. Hein, ça se rattrape. Vous avez le plus célèbre des tatoueurs français qui s'appelle Tintin. Mais il y a même des émissions, hein, je crois que vous voyez peut-être passer, qui sont des cover-up. Et c'est ça, les cover-up, pas toujours. Ça peut être recouvrir des choses qui ne vous plaisent plus, rattraper des choses moches. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours un contrôle parfait. Je pense que encore une fois, c'est bien de l'utopie tout ça aussi, parce qu'il y a les gens pensent qu'ils contrôlent aussi leurs propres choix et décisions en matière de… Mais après, ils évoluent. Enfin, ils se rendent compte que peut-être c'est pas comme ça qu'ils auraient dû faire, ou c'est pas là qu'ils auraient dû le faire. Enfin, ni là en termes de shop, ni là en termes d'endroit sur leur corps. Enfin, ça se mature. Hein. Donc, c'est bien de l'ordre. C'est pour ça que c'est bien de l'ordre de l'utopie. C'est la croyance qu'on va transformer ce lieu en autre chose, et puis en fait, on l'expérimente tous les jours, et parfois, on évolue avec la pensée qu'on a eue dessus. Hein. Donc, non, il n'y a pas…
peut-être que mon papier donne cette impression, qu'il y a un sentiment de contrôle, mais en fait, pas tant que ça, quoi. Pas tant que ça, parce qu'il y a le temps qui passe, et même si j'ai pas fait du longitudinal, parmi mes répondants, il y a des gens que je suis toujours. Et donc, je vois comment ils évoluent et je vois ce qu'ils racontent à certains moments aussi, quoi. Merci. Alors, l'ordre suivant de parole, c'est Elisa, ensuite il y aura Ewan et ensuite il y aura Stéphane. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Je suis tellement ravie de rencontrer cette recherche parce que je m'excuse d'avant pour mon français parce que non, il n'y a pas de problème. Je comprends très bien. Le français maintenant. Mais en fait, la taurothérapie, elle est au cœur de ma recherche doctorale parce que j'étudie la communauté d'immigrés, des Cubains à Montréal. Donc, j'étudie la taurothérapie au cours des processus de migration et j'ai retrouvé par surprise le corps comme un espace taurothérapeutique au milieu de cette recherche, mais n'était pas mon objectif principal, mais je l'ai retrouvé et après, j'ai retrouvé votre recherche. Et je suis très heureuse de constater qu'en fait, c'est une chose qui est relevante pour ma recherche. Mais j'ai quelques questions pour vous que je pensais pendant votre présentation qui m'a motivé beaucoup à poursuivre ces lignes de pensée. Et par exemple, quand vous parlez sur le tatouage, c'est un geste pour soi. Mais en fait, j'ai un doute à propos de cet statement parce qu'au Foucault, il dit aussi dans ce texte que l'hétérotopie, elle se crée à partir d'une relation avec des autres espaces qu'il conteste, qu'il reverse. Donc, s'il parle d'une relation, est-ce qu'on peut parler vraiment de soi seulement ou on est toujours en tant que sujet social, en tant que relation qu'on crée, et spécifiquement, par exemple, quand vous parlez sur cette dialectique cachée et montrée, qui exprime les tatous, si c'est une relation de visibilité-invisibilité qu'on construit à partir des tatouages avec la communauté qu'on habite. Et l'autre chose, c'est qu'à part de ça, à propos de la relation, l'autre chose qui me touche beaucoup, c'est à propos de ces questions, la première question sur la peur, parce que j'ai perçu qu'il n'y a pas de peur noire dans cette recherche. Donc, je ne sais pas, je me demande si est-ce que vous avez trouvé quelques sujets de la peau noire avec des tatouages, parce que c'est une question qui me touche beaucoup. Quand on parle de sujets tatoués avec tatouage, je pense ne pas seulement au sujet, mais à qui sujet, auquel groupe il appartient, quelle est par exemple, vous avez parlé sur la féminisation, c'est une dimension qui m'intéresse beaucoup aussi, et quelle est la différence entre les hommes et la femme quand ils mettent des tatouages, comme ils sont perçus par la société, comme ils perçoivent son propre corps. Et donc, ces différences avec qui sont ces sujets-là, quelle place pour la femme et quelle place pour les immigrants, par exemple. Et dans mon travail de terrain, par exemple, j'ai trouvé que les immigrants, ils utilisent son corps comme une réinvention de l'espace qu'ils ont perdu à travers ce processus d'immigration. Donc, par exemple, ils font des tatouages avec le drapeau du Canada, par exemple, au cou, et dans les pieds, ils mettent des figures qui relèvent son patrie, qui fait une relation avec la patrie. Donc, ils mettent toute cette histoire dans son corps et comme une forme. Donc, dans ce moment-là, j'ai perçu le corps comme un lieu d'unification de cette dispersion que le processus migratoire a fait dans leur vie. C'est quelques questions que je voudrais vous poser et je vous remercie encore parce que je suis tellement ravie de lire votre test. Ben, merci à vous. Alors, elle
elle est, comment dire, subtile, votre première question. C'est bien vu. Donc, si je dis que c'est un geste pour soi et qu'en même temps, l'hétérotopie, c'est un dialogue avec un ordre dominant, où est-ce que je suis cohérente, hein? Alors, les deux, mon capitaine. Donc, oui, c'est bien une relation à soi. Et oui, il y a bien une relation avec un ordre dominant. C'est la conception du corps social. La conception du corps social, c'est un corps vierge. C'est là où la relation se fait. Donc, c'est dans le principe même du tatouage qu'il y a hétérotopie, c'est-à-dire contestation de cet ordre-là, que le corps vierge serait le corps parfait ou le corps souhaité. Voilà. Mais ensuite, c'est un geste pour soi, oui. C'est pas incompatible pour moi, ça bouge beaucoup parce qu'il y a des vignettes qui sautent, je vous perds de vue. Je ne sais pas si vous comprenez bien la possibilité d'avoir les deux en même temps. L'hétérotopie, c'est la contestation de ce corps qu'on nous a donné à la naissance. Voilà. Et en se tatouant, c'est ça qu'on compense et on met en illusion au fond. Donc, vous avez raison, il y a une dimension sociale. Hein. Je n'ai jamais complètement renié non plus dans le papier le fait que le corps restait socialisé. Ce que j'ai voulu faire, c'est me positionner à côté. Voilà. Donc, je ne dis pas que le reste est faux, hein, qu'on échappe au regard social, du tout. Je dis que ce n'est pas la lecture que je veux en donner par rapport à ce que j'ai entendu dans mes entretiens. Donc, oui, le côté social vient du fait même qu'on transforme. Voilà, enfin, l'hétérotopie vient du fait même qu'on transforme, mais ensuite, on le fait pour soi et avec le langage qui est le sien de ce qu'on a à dire en termes d'utopie. Et après, alors, des peaux noires, non, je n'ai pas du tout trouvé ça à Nantes. J'en ai parlé avec ma fille et elle me dit que c'est très compliqué de tatouer des peaux noires. Pour ce qui est des répondants, je suis sur des répondants blancs, jeunes, pas tous jeunes, mais plutôt jeunes. Donc, je suis bien dans la sociologie qu'on a en France. J'avais donné quelques chiffres. J'ai eu la chance qu'il y ait une étude qui a été faite par un collègue de Paris 1 et qui donnait des chiffres un peu sur la composition. Donc, je suis dans cette composition-là, mais il y a des femmes et des hommes. Il y a pas de, j'ai pas d'aspect genré, sinon peut-être une plus grande revendication des femmes aujourd'hui sur l'appropriation de leur corps. Voilà, mais qui va avec d'autres choses dans la société, hein, pas moins que d'autres phénomènes, si je puis dire. Voilà, et je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Et oui, je trouve fabuleux ce que vous dites sur les immigrants qui réinventent sur leur corps les signes, les symboles de ce qu'ils ont perdu. Ben, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Enfin, c'est la concrétisation, c'est le rapatriement de l'ailleurs, en fait. Hein. C'est ça. Oui, oui. C'est ça. Oui, j'ai trouvé aussi, par exemple, une autre question que je ne sais pas si vous l'avez envisagée dans votre recherche, parce que vous parlez sur la hétérotopie en contestation. Et c'est tout à fait, c'est la même chose, c'est la même approche que j'ai pris dans ma recherche. Mais au fait, quand je veux les corps des immigrants, ils prennent ces tatouages comme contestation à cet exil, cette dispersion de la migration, mais en même temps, par exemple, ils m'ont raconté qu'à la frontière, ils sont toujours interrogés sur les tatouages qu'ils portent. Parce que je me suis demandé pourquoi que ça intéresse à l'immigration. Ce n'est pas le problème de lui. Mais ils m'ont dit qu'il y a certains tatouages qui sont liés à des gangs et de la mafia, de la drogue, à l'Amérique latine. Donc, les autorités d'immigration, ils contrôlent aussi cet espace qu'il se suppose un espace de liberté, les derniers un espace privé. de liberté. Oui, oui. Et ils demandent, c'est quel le tatouage que vous avez, c'est où et quel signifie, que signifie-t-il? Donc, je me suis totalement surprise parce que je pensais toujours à cette approche de Foucault, comment on ne peut pas sortir du tout totalement de cette quotidien, de ce contrôle de notre société contemporaine. Et je suis en train d'essayer d'analyser cette hétérotopie
in between, non, en lieu entre la domination et l'émancipation, mais pas toujours dans un seul côté. C'est ça que je pense. Pour le point que vous citez, allez voir, il faudrait que je vous retrouve ça, je passerai par Olivier pour vous le donner, mais il ne faut pas que je me trompe de siècle non plus, mais l'identification judiciaire et criminelle par le tatouage, c'est quelque chose qui a été extrêmement développé. Il y a un manuel même, il faut que je retrouve le nom, d'une sorte de médecin qui finalement catégorisait les tatouages pour la police, quoi, en clair. Et ça date de 19e en France. Donc, vous voyez, il y avait une identification des gens à partir de leur tatouage et c'était un travail policier. Donc, c'est pas récent, quoi. Mais ça peut peut-être vous aider parce Merci que beaucoup. c'est… Oui, merci beaucoup. Ça résonne extrêmement fort avec ce qu'on connaît déjà au XIXe siècle du traçage des prix. On regardait les corps des gens et on savait classer parce qu'il y avait un gars qui avait fait un manuel des tatous à des fins d'identification judiciaire. Merci beaucoup. Et par rapport aux gangs, c'est ça qui est très intéressant, c'est les gars qui sont fait tatouer les noms de leurs gangs sur le front là, et qu'on détatoue aujourd'hui aux frais de l'État, d'après ce que j'ai compris, parce que sinon on ne les réinsère pas socialement. Donc ça aussi c'est… Alors, Stéphane, puis Ewan. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. D'abord, merci beaucoup Olivier pour toujours ces sujets toujours originaux. Là, c'est toujours un plaisir de me connecter et puis de partager avec vous. Et aussi, merci beaucoup Dominique, parce qu'il se trouve que vous avez demandé il y a quelque temps, vous aviez été intéressé au trottoir justement comme hétérotopie. Vous aviez gentiment, je vous avais écrit un petit mot, puis vous m'aviez répondu, puis on a pu échanger comme ça. Donc là, j'ai perdu la mémoire, c'est affreux. Oui. Alors, j'ai beaucoup apprécié ça. Malheureusement, je n'ai pas lu l'article, mais c'est sûr que je vais aller le lire. Ce que je voulais vous demander dans la présentation, puis c'est vraiment tellement… On dirait que la théorie était là pour ça. Oui, c'est un peu ça. Bien, là, ça colle, là, c'est génial. Moi, mon idée était, est-ce que vous avez vu peut-être dans la trajectoire individuelle, on a vu, et puis les identités, moi je pense qu'elles sont multiples. Hein, et est-ce que vous avez pu voir, par exemple, parce que c'est assez bien rangé, on a d'un côté l'utopie de l'évasion, de l'autre côté l'utopie de la conjuration, de l'immutabilité, puis l'utopie d'embellissement. Mais est-ce qu'il serait possible que, tout dépendamment de sa trajectoire de vie, on puisse commencer peut-être par une utopie d'évasion, et puis que tranquillement, on puisse évoluer et que ces utopies entrent en tension et qu'on renie et qu'on efface et qu'on… c'est de savoir qu'un peu ces tensions-là, je n'ai pas l'impression que ça soit aussi linéaire que ça, parce qu'on est pas mal… l'être humain est assez complexe, et puis c'est comment peut-être rendre compte de des fois de cette complexité-là, finalement. Là, est-ce que vous avez pu voir ça? Je sais que c'est un peu plus difficile dans le temps aussi, parce que ce n'est pas longitudinal, là, mais… Je voulais juste savoir si vous aviez pu avoir ce genre de choses qui entrent en tension. Alors, c'est super intéressant parce qu'effectivement, les gens sont assez prototypiques d'un type d'utopie, souvent. Mais ce qui est super, c'est que ce papier, je l'ai… Enfin, pas le papier écrit en anglais, parce que c'était souvent des gens en France. Je l'ai confronté, enfin, les résultats, je les ai discutés avec mes répondants. À commencer par ma fille, à qui je disais, quand je te dis le corps comme espace, qu'est-ce que ça te dit? L'une me disait, j'ai deux filles, hein, l'une me disait, je comprends rien de ce que tu me dis, et l'autre qui est tatoueuse me disait, ouais, et maintenant que je tatoue, je sais ce que je tatoue. Ça, c'est de l'évasion, ça, c'était très drôle à la fin. Et 2 fois, j'ai eu des lecteurs, mais je vais vous répondre pour mes répondants, j'ai eu des copies-éditeurs du papier, à qui je demande juste de me corriger mon anglais et les fautes au passage, hein, et qui m'ont dit 2 fois, là, je me suis retrouvée, c'est complètement moi, c'est là. Il ne faut jamais de commentaires sur le fond des papiers, quoi. Donc, c'était assez amusant. Les gens s'identifient, ils rentrent dans le truc. Alors, oui, il y a pas de vraie tension, mais il y a parfois il y a eu des dérivations. Voilà. C'est-à-dire que majoritairement, ce que j'ai vu chez certains, c'est plutôt de ce type-là. Donc, identité multiple, oui, mais il y a quand même une espèce de petite musique
en termes d'expression qui est un peu récurrente. Mais parfois, il y a eu une dérivation. Voilà. Sur le gars qui était utopie d'évasion, il y a eu quelque chose qui n'était plus de l'évasion, à un moment qui était plutôt de la conjuration, qui était à cheval, entre guillemets, entre les deux. Et voilà, il y a parfois, c'est parfois mixte. Hein. J'ai jamais dit que non plus qu'il rentrait que dans une case. Il peut y avoir de la conjuration en plus d'autres choses. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Hein. Enfin, c'est ce que j'ai observé. Mais il y a souvent quand même une dominante. Les gens qui sont dans l'embellissement, on voit bien que c'est le projet de leur vie et que ça va être des gens très tatoués globalement. C'était rarement mixte, enfin totalement mixte. Voilà. Mais peut-être que… Alors évidemment, là aussi, je plaide coupable complètement parce qu'au fond, je dis… mais c'est pour ça qu'il fallait que je fasse lire par les autres, mais je dis, je fais très attention à délivrer du point de vue éthique, éthique avec un C, c'est-à-dire analytique en surplomb, des choses que je prétends être totalement émiques de la part des répondants. Donc, on n'est jamais pur dans nos façons de faire. J'essaie d'être au plus près de ce qu'on m'a dit. Après, je pose un regard analytique, mais j'ai confronté avec eux. Je voulais absolument voir s'ils se retrouvaient dans ce que je racontais. Enfin, dans cette espèce de représentation que je donnais de leur truc et qui a dû leur faire très bizarre, hein, parce que c'est un peu prise de tête pour les gens qui disent non, mais moi j'ai juste fait une rose sur mon bras, tu vois. De quoi tu me parles? Voilà. Mais oui, il y a quand même une dominante, voilà, dans les thèmes, si je puis dire. Dominante avec petits apports à la marge, quoi. Voilà. Ewan? Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup pour la présentation. C'est vraiment passionnant. D'une part, le terrain, et puis après, effectivement, Foucault pour analyser ça. Enfin, c'est vraiment passionnant, encore une fois. J'ai trois petits points, mais le premier, en partie, vient d'être évoqué en partie par Stéphane. Moi, j'ai beaucoup aimé voilà, topie, utopie et puis hétérotopie. Mais je me demandais si, parce que hétérotopie, en tout cas dans les cas là que vous avez présentés, c'était plutôt effectivement positif. Et donc moi je m'étais questionné avec un individu qui évolue, est-ce qu'il ne pourrait pas se retrouver vraiment bloqué, quoi? Est-ce qu'il y a des répondants qui pourraient… Alors on a parlé qu'ils n'ont plus d'espace, mais là je pensais vraiment effectivement en disant… l'hétérotopie, je l'avais bien incarnée, j'étais bien là, mais moi j'ai évolué et puis je suis un peu en difficulté avec cette hétérotopie aujourd'hui. Et puis alors, est-ce que les phénomènes de détatouage, parce que le recouvrement, j'ai compris que ça ne suffisait pas. Ça, c'était pas je suis bloqué dans l'hétérotopie, c'est toujours j'ai mon hétérotopie, je suis bien là. Et bon, donc ma première question elle était là-dessus. La seconde question, c'était sur, effectivement, alors, puis le travail passionnant là-dessus, sur l'individu qui investit, on a parlé qui prend le contrôle sur son corps, enfin en tout cas qui investit son corps, qui crée quelque chose de complètement nouveau, etc. Je me demandais on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, est-ce qu'il y aurait une recherche complémentaire sur, alors, parce que vous l'avez évoqué rapidement, mais sur le rôle du tatoueur là-dedans, puis du coup je ferais rentrer aussi un peu le marché, puis peut-être les boutiques de tatouage qui ressemblent à des bijouteries, enfin en tout cas, comme là on a beaucoup parlé de l'individu qui agit et qui est très acteur, est-ce qu'il y a d'autres recherches qu'on pourrait faire ensuite en disant peut-être que je peux regarder la dyade, le tatoueur et le tatoué, et puis et derrière le tatoueur voir l'organisation et puis le marché qu'il peut y avoir. Donc c'était un peu la question sur est-ce qu'il pourrait y avoir des recherches complémentaires là-dessus. Et puis la troisième remarque, c'est j'ai tellement été convaincu, intéressé par le propos, je me suis dit, est-ce que même dans le tatouage, parce que vous avez dit, bon, je ne parle pas des sociétés où c'est organisé, etc. Est-ce que, alors là c'est vraiment une question ouverte, est-ce que même dans ces sociétés-là, il pourrait y avoir une part individuelle, autrement dit, chez les Maoris, on se fait tatouer, mais est-ce que les Maoris gardent une part individuelle ou est-ce que c'est vraiment complètement socialement déterminé, ils n'ont strictement aucun choix et dans ce cas-là, on aurait un peu plus la dimension utopique et puis éventuellement l'hétérotopie, même dans des sociétés où le tatouage est très ritualisé et très organisé socialement. Je comprends que dans ces sociétés-là, la vision sociale du tatouage serait beaucoup plus présente, mais est-ce qu'on peut envisager qu'il y a un petit parti individuel ou est-ce qu'a priori, c'est non, pas du tout. Merci encore, c'est vraiment passionnant. Merci Olivier aussi pour trouver des beaux sujets comme ça, c'est parfait.
Alors, c'est chouette question, hein. Alors, l'hétérotopie avec des gens qui sont bloqués dedans, non, à part Nabila qui était bloquée avec son signe chinois, il y avait, non, j'ai pas eu tellement, et je pense savoir, hein, enfin, je pense savoir pourquoi. Je sais pas, c'est peut-être l'effet des gens qui m'ont été adressés. C'est des gens qui réfléchissent en fait que j'ai rencontrés moi. Donc évidemment que ça existe des gens qui font ça sur un coup de tête, qui se retrouvent, qui sont plantés quoi, enfin, ou qui regrettent. Mais moi je suis tombée plutôt sur des gens qui avaient qui avaient des projets en fait. Et je sais pas, est-ce que c'est un effet d'échantillonnage du coup? C'est possible, hein. C'est-à-dire que les gens sachent que, enfin, quand j'ai demandé sur les réseaux sociaux aux uns et aux autres de m'envoyer ceux qui connaissaient, ils savent que je suis, c'est des collègues, hein, donc ils savent que je suis chercheur, donc ils se disent, tiens, je connais quelqu'un qui a du plomb dans la tête, mais je sais qu'elle est tatouée, je vais te l'envoyer. Je ne sais pas. Je ne sais pas dire. Moi, j'ai pas eu. Mais oui, ça peut être des dystopies en fait à la fin, hein, tout ça. Non, mais c'est ça que je trouvais une idée intéressante Oui, oui, oui. ensuite de recherche, c'est-à-dire parce que Oui, ça ces peut. gens-là Oui, aussi doivent reconstruire, j'imagine, une complètement. nouvelle utopie à partir de leur hétérotopie qui n'en est plus une, etc. Enfin, C'est vous voyez exactement ça. vraiment la suite, hein. C'est tout à fait juste. Et on pourrait avoir. J'ai pas vu de papier sur les tatous ratés ou sur les comment dire, sur les évolutions de projets de tatouage qui auraient été au fond des douleurs en soi aussi, enfin des douleurs au sens ratage identitaire quoi. J'ai pas vu, mais ouais, ça pourrait être un beau sujet. Alors, les recherches sur autre chose que les individus, alors ça a déjà été fait, hein, les recherches relations, il y a un papier qui est pas mal sur les relations tatoueurs-tatoués, sur la relation professionnelle, ça avait déjà été abordé. Après, enfin, comment dire, je réponds à côté de la plaque et de la question, mais quand on vise un peu des revues de ce type-là, il faut avoir une puissance j'allais dire, d'apport théorique important. Et au fond, il y a des sujets, enfin moi c'est un peu ce que j'essaie de faire maintenant, là je suis sur un autre terrain encore une fois qui n'a rien à voir avec tout ça, je ne suis plus du tout là-dessus. Je suis partie d'un terrain qui m'a été confié par une boîte, c'est le Roi Merlin qui m'a confié une étude où je me suis dit je ne sais pas ce que je vais pouvoir valoriser. Mais mon obsession maintenant, c'est de me dire avec ce que j'ai, voilà, avec ce que j'ai dans mes données là, qu'est-ce que je peux faire d'intelligent et de novateur qui va rentrer dans le JCR? C'est très bête, hein. Je me dis, ça doit pouvoir parler, je dois pouvoir trouver quelque chose. Donc, mon truc, c'est un peu comme un Rubik's Cube, hein. J'essaie de tourner les machins et de me dire, enfin, de lire surtout dans tous azimuts quand je n'ai pas la théorie qui va bien, qui colle bien, c'est de me dire où est-ce que je vais faire mon apport, quoi. Et donc, tatoueur machin, c'était fait. Donc, je ne me suis pas dit, je vais apporter quelque chose de particulier, ou alors il aurait fallu vraiment que je me creuse, je ne voyais pas, en fait, voilà. Là, ce qui a fait tilt, c'est l'écart énorme que j'avais perçu à un moment donné entre ce que j'entendais et ce que j'avais lu. Voilà. Là, je me disais, il y a un gap énorme. Du coup, le coût de l'espace, enfin, c'est tellement bizarre de dire ça au début, ton corps est un espace. Quand je parlais comme ça autour de moi en disant, j'ai mis beaucoup à l'épreuve l'idée, quoi. Qu'est-ce que ça dit aux gens quand je leur dis, votre corps est un espace et vous allez le transformer? Il y en a à qui ça ne disait rien du tout, puis il y en a d'autres qui commençaient à me dire « Ah oui, c'est vrai, maintenant je commence à réfléchir un peu différemment. » Et même moi, sur mon propre corps, je l'ai rendu plus sensible à moi-même à travers cette recherche, quoi. Et je pense je n'avais pas développé mon écoute en fait sur cette dimension-là, mais une fois que c'était fait, je me suis dit il y a vraiment un truc à dire. Et alors alors ça aussi c'est un super sujet, je ne sais absolument pas répondre. Je pense que oui, l'entrée de l'Occident ou des sociétés occidentales ou les hybridations de plus en plus grandes entre nos sociétés peuvent, je l'ai vu alors à minima, mais par exemple, dans les sociétés musulmanes, on ne se tatoue pas. Oui, c'est ça, sur la contemporanéité du tatouage maori, je ne sais pas en parler du tout. Et je ne sais pas s'il y a une part individuelle autorisée. La lecture est inverse, en fait. Se tatouer est un geste comment dire, de distance à l'animalité. Hein. Dans les sociétés tribales et coutumières, en fait, le corps vierge est un corps animal. Et c'est en le tatouant qu'on rentre dans la culture.
Et on rentre dans une culture qui n'est pas une culture individuelle, mais qui est bien une culture du groupe. C'est une carte d'identité, en fait, du groupe. Mais ça peut être, à mon sens, un super sujet si on va dans des espaces, pour le coup, géographiques, où il y a une certaine hybridation avec les cultures occidentales. Je pense que ça peut être pas mal. De même qu'il y a un sujet que je ne pourrais pas retravailler, ça prendrait trop de temps, mais historiquement, pourquoi les têtes couronnées du 18e aristocratique britannique sont toutes revenues avec des tatouages, quoi. Enfin, pourquoi ça s'est répandu, on le sait peu, mais Victoria, Victoria, Churchill, toutes les têtes couronnées d'Europe du 18-19e avaient des tatouages. Moi, ça m'intéresserait vachement de travailler là-dessus, historiquement, de reconstituer ça. Donc, je ne sais pas, mais c'est un beau sujet. Je ne sais absolument pas répondre, mais c'est un super sujet. Voilà, la culture individualiste dans des sociétés tribales sur ce plan-là, ouais, ça serait super chouette. Je vois une question d'Amida. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation, tout d'abord. Je voulais savoir, le tatouage, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais au début de l'existence, de son existence, c'était au début, c'est comme un signe d'appartenance à des tribus, comme tout à l'heure vous avez évoqué, d'appartenance à des familles bien déterminées, d'appartenance à une race ou quelque chose comme ça. Mais au fil du temps, ça a disparu à certains moments et maintenant, il est revenu avec une autre forme et avec une autre appartenance ou bien réappropriation. Est-ce qu'on peut faire le lien avec l'historique qui existait déjà et ce qui existe maintenant? C'est ce qui m'a travaillé pendant pas mal de temps, parce qu'il y a eu une très belle expo à Paris qui s'appelait Tatoueur tatoué. Là aussi, j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai acheté le bouquin, il y avait une perspective historique et internationale. En fait, on voit bien que c'est ce qui est arrivé en Occident chez nous, alors que c'était tabou, en fait, le tatouage en Occident, c'est les voyages et c'est l'interpénétration, c'est le 18e, en fait, c'est les navigateurs qui ont ramené le tatouage en Europe, par exemple, dans des cultures qui encore une fois, prohibaient l'usage du tatouage, ou plutôt le réservaient à des choses extrêmement négatives sur le plan social. On tatouait les prisonniers, on tatouait les esclaves, mais on ne se tatouait pas. Hein. Ou alors on autorisait les croisés. Donc il y a plein de trucs, c'est compliqué l'histoire de ce truc-là. Les croisés avaient le droit d'avoir une croix tatouée contre toute attente, parce qu'il fallait les identifier s'ils mouraient en route, quoi. Donc, l'histoire du tatouage, elle est assez bien documentée. Il y a des auteurs majeurs sur le sujet que j'ai cités aussi dans le papier que j'ai lu. Et donc, on ne peut pas faire une histoire générale parce que il y a des histoires générales, mais c'est compliqué. Il faut se mettre dans un contexte et savoir comment ça a évolué et où on se situe dans le temps et dans l'espace pour pouvoir en parler correctement, quoi, pour bien serrer le contexte autour de ce qu'on est en train de dire. Si j'ai bien compris votre question. Hein. Donc oui, ça a beaucoup bougé. C'est ça justement la notion aussi d'hétérotopie, hein, c'est que on le voit aussi à travers ça. Ça a énormément changé de sens et changé de sens selon les contextes. Merci, merci. Alors Stéphane, je ne sais pas si tu avais oublié de baisser ta main ou si tu as une deuxième question à poser. Ok. Donc tu n'as pas de question à poser, Stéphane. Peut-être juste pour dire, la croix, moi j'étais un ancien militaire, alors ça fait que j'ai comme beaucoup de tickets là, parce qu'il y avait beaucoup de pression sociale pour que je me tatoue, puis j'ai jamais été capable de faire ça. Probablement que j'avais un sens de l'opposition, puis que comme tout le monde a été, je voulais pas l'être. Mais je sais que par exemple la croix, pour beaucoup, c'était pour éviter le fouet, hein, justement. On se mettait la croix comme c'était juste parce que la religion ne l'acceptait pas, mais souvent quand on avait ça, on évitait la punition, puis d'avoir le fouet, là, c'est juste ça, là, c'est qu'il y a eu beaucoup de sang, effectivement, tout dépendamment des contextes, il y a eu beaucoup de... C'est vrai. Et maintenant, aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est que finalement, je m'aperçois aussi qu'il y a de plus en plus de monde qui sont tatoués et de moins en moins, on devient presque à la marge, ceux qui ne le sont pas. C'est ça aussi qui est peut-être, dans certains corps de métier, en tout cas, peut-être, là, ceux qui ne le sont pas sont les marginaux.
Mais par contre, c'est intéressant parce que c'est une réflexion que je me suis faite aussi. J'avais fait un pari stupide avec ma fille en disant si le papier passe dans le JCR, je me ferai tatouer. Bon, j'ai jamais été capable de le faire. Et puis j'ai Belk qui me demande de loin en loin si j'ai fait mon tatou, qu'un jour je pourrais lui montrer. Ben non, j'ai toujours pas fait. Et en fait, j'ai réfléchi aux raisons pour lesquelles, en fait, c'est très intéressant. Parce qu'effectivement, si c'est ça la norme, si aujourd'hui c'est d'avoir transformé ce corps qui est la norme, et ben le contre-espace, c'est de le garder vierge et de garder sa liberté totale, parce que c'est une, enfin, choisir, c'est renoncer. Hein, donc, si on le fait, on n'a plus la liberté de ne pas faire, de ne plus avoir fait. Donc, c'est un truc à vie. Et voilà, donc peut-être que l'hétérotopie suivante, ça sera le retour arrière, quoi. Je m'inquiète pour l'avenir des tatoueurs dans le temps, puisqu'on parlait de marché tout à l'heure. Hein. C'est peut-être pas un marché pérenne sur 200 ans, quoi. L'encre de Chine aussi reste d'être plus chère. Là. S'il y a un blocus, là, sinon on peut nous alimenter. Là. Comme ils ne nous alimentent pas en puces, en microprocesseurs. Ouais. Puis il y a un truc aussi intéressant en parallèle, ça fait hurler les tatoueurs, mais le tatouage éphémère, qui est une façon, au fond, de faire comme si. C'est un simulacre, mais c'est pas mal aussi peut-être à regarder, ça. Bien, Ou des tatouages temporaires. Pardon. On va conclure par une question de Isée, ou une interrogation ou un commentaire. Oui, c'est plus pour... Enfin, vous avez parlé de l'histoire du tatouage et vous disiez que dans certaines cultures, on devenait humain justement par le tatouage. Et après, vous parliez de l'identification par le tatouage. Et en fait, ça m'évoquait que nous, à une époque, en fait, finalement, on tatouait les animaux pour se les approprier aussi. Donc, il y a le tatouage, voilà, le fait on s'approprie finalement le corps aussi d'autres corps qui ne sont même pas des corps de notre espèce à travers le tatouage. Et d'ailleurs, quand les gens veulent abandonner le chat ou le chien qui a été tatoué à l'oreille, ils leur coupent l'oreille sur lequel justement on peut lier le chien avec le propriétaire et voilà, ou le chat avec son propriétaire. Et c'est vrai que ça me faisait penser à ça aussi, l'appropriation des corps des animaux au travers du tatouage, en fait. Mais même le corps des humains, hein, en fait. Vous regardez jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, marquer les corps, c'était une infamie, c'est une infamie sociale, en fait. C'est une manière de rabaisser. Chez nous, ça a un sens... c'est tellement péjoratif, en fait, que ça a été utilisé comme façon de rabaisser à l'animal d'autres franges d'humains et de société. Hein. Les esclaves étaient marqués, les prisonniers sont marqués. Enfin, c'est la marque de l'infamie sociale qu'on pose sur le corps de l'autre, en fait. Alors que chez nous, c'était le contraire, mais c'est aussi parce que l'Occident s'est pensé en opposition aux sociétés tribales ou primitives, en considérant qu'il était aussi au-dessus et que ces gens-là, par exemple, n'avaient pas d'âme. Hein. C'était quand même la controverse de Valladolid sur est-ce que les sauvages ont une âme. Elle est vieille, mais elle n'est pas si vieille que ça dans l'histoire. Donc, oui, on a une forme d'inversion entre la façon de penser occidentale. Ça me fait penser aux travaux d'Escola que je trouve fabuleux sur la pensée naturaliste sur la nature par rapport à ce qu'un animiste va penser, enfin, la façon de raisonner d'une société animiste, par exemple. Donc oui, on n'a pas les mêmes rapports et ces sociétés sont très en opposition dans leur conception du rapport à l'autre au sens autre existant, que ce soit animaux ou humains. Bien, alors je vois qu'Amida, tu as une dernière intervention peut-être, Amida? Oui, en fait, je voulais rebondir sur quelque chose. Avant, le tatouage, il était lié à des rituels tribunaux peut-être, alors que maintenant, il est plutôt lié à un effet de mode, d'identification. Par exemple, moi, je connaissais une dame, elle est morte maintenant, elle est d'origine du Soudan. Elle nous racontait que dans sa tribu, il y a certaines, les filles, elles se font tatouer à un certain âge, pas avant.
c'est-à-dire, je croyais que c'est à la puberté, c'est 13-14 ans. Et ça indique quelque chose, ça indique qu'elles sont prêtes à se marier. Et il y a tout un rituel qui se prépare dans leur tribu. C'est comme une sorte de festival. C'est vraiment quelque chose qu'ils le vivent, qu'ils attendent d'une année à l'autre. Alors que maintenant, le contexte même du tatouage, il a changé. C'est quelque chose qui est à la mode, c'est quelque chose qui est plus artistique, je trouve. Oui. Alors oui, parce que, et là on va retomber sur les réflexions qu'on avait tout à l'heure sur le marché, parce que la profession, c'est aussi structuré, organisé. C'est un très beau sujet à regarder, hein, la dynamique de marché sur ce domaine-là. L'hygiène, par exemple, voilà, ce qui était un frein au développement du tatouage, c'était les questions liées à l'hygiène. En France, un gars comme Tintin, il a mis des règles très très précises, hein, qui ont contribué à la diffusion, à la légitimation en fait de cette pratique comme pas dangereuse, déjà rien que sur ce plan-là. Bon, donc le marché, évidemment, c'est bien structuré pour être plus attractif et pour se développer. Et il développe aussi tout son langage sur les styles. Donc c'est comme le marché de l'art, en fait, ça pourrait s'analyser exactement à l'aune de ce qu'a dit Becker sur le marché de l'art. Mais quand vous dites c'est pas un rituel, bien sûr c'est pas un rituel collectif, hein, mais c'est quand même un rituel. Le rituel, c'est la prise de rendez-vous, c'est la maturation du projet, c'est la planification. C'est pas zéro, hein, comme rituel. Je trouve que ça rentre pas dans un cadre collectif. Voilà, je suis d'accord. Et encore, j'ai pas le cas dans mes données, mais il y a aussi des gens qui se font tatouer en famille, en groupe d'amis. C'est-à-dire qu'ils ont le même tatouage, ils se le dupliquent entre eux. Ou par exemple, ils vont avoir les 4 cartes de 4 couleurs, et puis chacun aura le cœur, le pic, le trèfle. Donc, c'est pas si zéro que ça, en fait, le côté rituel. Hein. Même, enfin, ni individuel ni collectif même. C'est pas les mêmes collectifs. Voilà, on est bien d'accord. C'est pas la famille, c'est pas des rites de passage, c'est pas ce qu'on trouve dans les sociétés coutumières. Mais il n'y a pas zéro rituel. Mais est-ce que les significations, ils ont changé avec le temps? Les significations de, par exemple, de quoi? Du tatouage, de ce qu'on tatoue. Sur les motifs ou sur, oui, ou sur la pratique? Non, sur les motifs pour la personne qui se fait tatouer. Ah bah, oui, évidemment. Les motifs sont choisis par l'individu, en fait. Voilà, ils sont a priori, c'est ce qu'on disait de l'agence tout à l'heure de l'individu. C'est l'individu qui décide de ce qu'il a envie d'exprimer sur lui-même, qui décide de la fréquence, qui va décider de la surface de corps qui va se faire tatouer. Ça, c'est sûr. Tout a changé de ce point de vue-là, oui. Et dans un contexte global qui a banalisé cette pratique, qui la rend beaucoup moins déviante qu'elle l'a été. Alors, c'est jamais indépendant des phénomènes institutionnels. Je prends par exemple les policiers qui n'avaient pas le droit de se tatouer des signes visibles. Aujourd'hui, la loi, enfin cette espèce de règlement intérieur est tombée. Et ils peuvent se tatouer ce qu'ils veulent, à condition que, y compris sur des parties visibles, hein, avant, il fallait que ça ne dépasse pas la manchette de la chemisette. Là. Maintenant, c'est fini ça. Ils ont le droit, à condition que ce ne soit pas des signes ostentatoires problématiques, quoi, genre une croix gammée au milieu du bras. Enfin, mais sinon, ils peuvent. Donc, il y a eu aussi des changements institutionnels dans des corps de métier qui prohibaient pas la pratique en soi, mais le fait même qu'elle soit visible de l'extérieur et qui maintenant se sont beaucoup relâchés aussi sur ces sujets-là. Donc en fait, pour JCR toujours, moi, je sais pas c'est pas du tout je suis pas très douée sur le sujet, mais l'institutionnalisation du tatouage, une approche institutionnelle, ça serait très intéressant à faire. Mais on en a déjà des papiers sur l'institutionnalisation dans le JCR, il y en a plein, sur les casinos, sur ces papiers de Ashley Humphries. Elle fait ça très très bien. Bon, mais c'est un beau sujet aussi, ça. Donc oui, les choses ont changé. Ça change. Ça change parce qu'il y a tout un faisceau de facteurs culturels et institutionnels qui font que ça change.
ou qui permettent de dire que ça a changé. Bien, et bien, j'ai trouvé la conversation aussi fascinante que l'exposé et le papier. Donc, merci Dominique, et puis merci à tous. Merci à vous surtout. Pour ce moment d'échange, ouais, qui était vraiment extrêmement C'est un intéressant. plaisir pour nous. C'est un plaisir pour moi.